Il était assis dans la berline noire, attendant que sa fiancée choisisse une robe de mariée. Il ne voulait pas entrer. Un parrain de la mafia n'avait rien à faire au milieu d'une mer de soie blanche et de miroirs encadrés de fleurs. Mais c'est alors que deux enfants sont sortis en courant sur le trottoir devant la boutique. Et le petit garçon a levé le visage et l'a regardé droit dans les yeux, avec les propres yeux de l'homme. Il est sorti de la voiture comme un somnambule et les a suivis à l'intérieur. Et c'est là qu'il l'a vue, la femme qui avait disparu de sa vie 6 ans plus tôt. Elle se tenait là, les mains tremblantes, en train de boutonner la robe de mariée de sa fiancée. La berline était garée tout contre le trottoir de Michigan Avenue. Le moteur était éteint, mais la climatisation fonctionnait encore. Rafe Consinked a penché la tête en arrière contre le siège en cuir, les yeux fermés. Ses doigts tapaient un rythme régulier contre sa cuisse. À l'intérieur de la boutique de robes de mariée Maison-Blanche, Celeste Monray feuilletait un catalogue et attendait qu'il entre. Mais il n'était pas pressé. En 12 ans à détenir le pouvoir de vie et de mort sur la moitié des rues de Chicago, Raph n'avait jamais mis les pieds dans un salon de mariage, chez un fleuriste ou dans toute autre boutique liée à ce mariage. Les deux familles avaient tout arrangé. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se présenter le bon jour, à la bonne heure, dans le bon costume. Mais aujourd'hui, Céleste avait insisté pour qu'il soit là. Et Raph avait appris il y a longtemps que dire non à la fille du parrain Monreef n'était jamais une bonne idée. Sully, son garde du corps principal, plus loyal que n'importe quel contrat qui les liait, se tenait à l'extérieur de la voiture. Il avait les bras croisés sur sa poitrine, ses yeux balayant le trottoir par habitude. C'était un mercredi après-midi ordinaire sur Michigan Avenue. Les gens passaient. Le pâle soleil d'automne était suspendu au-dessus d'eux. L'odeur du café flottait depuis le café de l'autre côté de la rue. Puis la porte latérale de la boutique de robes de mariée s'est ouverte brusquement. Deux enfants, qui étaient avec Marlowe parce que l'école maternelle était fermée pour une journée pédagogique, sont sortis en courant sur le trottoir. La petite fille poursuivait le garçon. Le garçon serrait un livre plus épais que son propre torse et courait devant lui sans regarder où il allait. La petite fille riait à gorge déployée. Ses couettes rebondissaient et son rire clair traversait la vitre insonorisée de la berline. Raph a ouvert les yeux. Il a jeté un coup d'œil à l'extérieur par réflexe, par l'instinct d'un homme qui avait passé sa vie à survivre en lisant chaque mouvement autour de lui. Deux enfants, d'environ 5 ans, sans adulte avec eux. Rien de remarquable. Mais ensuite, le petit garçon s'est arrêté juste devant la voiture. Il a levé le visage et a regardé la berline noire. Pas avec peur, pas avec la curiosité ordinaire d'un enfant, mais avec un regard calme et mesuré. Comme s'il lisait la voiture et l'homme à l'intérieur. Le léger froncement de ses sourcils, la petite inclinaison de sa tête vers la droite. Et Rafferty Consinked a cessé de respirer. Les yeux gris-bleus. Pas le genre de gris-bleu commun que l'on voit chez n'importe quel enfant, mais la nuance exacte, la froideur exacte, la profondeur exacte que Raph voyait chaque matin dans le miroir en se rasant. Les yeux des Consinked, les yeux de son père, les yeux de son grand-père, les yeux que les rues de Chicago avaient appris à craindre sur le visage d'un garçon de 5 ans. La petite fille a couru à côté de son frère, essoufflée de l'avoir poursuivi. Elle a aussi levé les yeux vers la voiture. Les mêmes yeux, mais plus grands, plus ronds, brillants de curiosité au lieu de la prudence de son frère. Elle a souri, il lui manquait une dent de lait devant, et a dit d'une voix assez forte pour que le monde entier l'entende. « Wow, ta voiture est vraiment, vraiment grande! » Raph ne l'a pas entendu. Il fixait ses deux paires d'yeux gris-bleu, ses propres yeux en double, sur les visages de deux enfants dont il n'avait même jamais su l'existence. Et il a senti le plancher de la voiture basculer, glisser, s'effondrer sous lui dans un endroit pour lequel il n'avait aucune carte. Sa main s'est crispée sur le bord de la portière. Dehors, Sully a senti que quelque chose n'allait pas et s'est approché, la voix basse. « Monsieur? » Raph n'a pas répondu. Il a ouvert la portière et descendu sur le trottoir. Ses chaussures en cuir ont touché le pavé et il s'est tenu là, haut d'1,80 m, vêtu d'un costume noir. Les yeux d'un parrain de Chicago fixaient deux enfants qui atteignaient à peine sa taille et qui portaient ces mêmes yeux en le regardant. La petite fille n'a pas reculé. Elle a penché la tête en arrière, plissant les yeux face au soleil et a demandé « Êtes-vous un géant ?» Le petit garçon a reculé d'un demi-pas. Pas effrayé,
juste prudent. Il a serré le livre plus fort contre sa poitrine, son regard ne quittant jamais Raph. Et il y avait quelque chose dans ce regard silencieux qui donnait à Raph l'envie de tomber à genoux. Une assurance qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir. La vigilance d'un enfant habitué à protéger quelqu'un. Puis, une voix de femme a retenti depuis l'entrée de la boutique. Précipitée, vive, retenant une panique pressante sous une couche de contrôle. Jonah, Briar, je vous avais dit de rester à l'intérieur. Raph a levé la tête et son monde s'est arrêté. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 petites boîtes à lunch, le genre de plastique bon marché que les gens achètent dans les magasins à 1 $. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon bas et hâtif, avec quelques mèches rebelles collées sur le côté de son cou. Elle portait l'uniforme noir uni d'une vendeuse. Une jupe noire, un chemisier noir, le nom de la boutique brodé en petites lettres sur le côté gauche de sa poitrine. Pas de bijoux, pas de maquillage, à l'exception d'un peu d'anti-cerne sous les yeux. Et même cela ne suffisait pas à cacher les ombres. Elle paraissait beaucoup plus fragile que dans son souvenir. Ses clavicules ressortaient nettement au-dessus de l'encolure. Ses poignets étaient plus fins, ses pommettes plus sévères. 6 ans l'avaient creusé, avaient dépouillé la douceur qu'il avait autrefois touchée, autrefois tenue, qu'il avait cru ne jamais perdre. Mais ses yeux marron chauds, étaient exactement les mêmes que le jour où elle avait quitté sa vie. Et maintenant, ils étaient fixés sur lui, s'écarquillant tandis que le sang se retirait de son visage, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon et laissé toute la couleur s'écouler. Marlowe. Une boîte à lunch a glissé. Elle l'a rattrapée d'une main, le réflexe de quelqu'un qui avait appris qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser tomber quoi que ce soit. Tandis que l'autre main agrippait le cadre de la porte si fort que ses jointures sont devenues blanches. 3 secondes. Personne n'a bougé. Une douce musique classique s'échappait de l'intérieur de la boutique. Du violon ou du piano. Raph ne pouvait pas dire lequel. La circulation sur Michigan Avenue continuait. Sully se tenait toujours à côté de la voiture, une main commençant à glisser à l'intérieur de sa veste par instinct. Le soleil d'automne continuait de briller. Le monde ne s'est pas arrêté, mais eux deux, si, 6 ans, 2186 jours. Raph connaissait le nombre exact parce qu'il les avait comptés. Pas par désir romantique, mais parce qu'il était un homme qui contrôlait tout avec des chiffres. Et il y a 6 ans, il avait perdu le contrôle de la seule chose qu'il avait jamais vraiment compté. Marlowe a dégluti difficilement. Il a vu le mouvement dans sa gorge. Il a vu l'instant où elle a forcé tout ce qui se brisait en elle à redescendre. L'a repoussé, l'a écrasé. Et quand elle a ouvert la bouche, sa voix était calme d'une manière presque effrayante. Le calme de quelqu'un qui avait passé 6 ans à s'entraîner à ne laisser personne la voir s'effondrer. « Jonah, Briar, rentrez maintenant. » Les enfants ont obéi. Briar est entrée la première, jetant un dernier regard à Raph et lui faisant un signe de la main. Faisant un signe à un étranger, avec l'innocence d'une petite fille qui ne savait pas que l'homme qui se tenait sur le trottoir, le cœur brisé en deux, était son père. Jonah s'est déplacé plus lentement. Il a regardé Raph et regardé sa mère, de nouveau regardé Raph, et ce n'est qu'alors qu'il s'est retourné et est entré. Le livre toujours serré contre sa poitrine comme un bouclier. La porte de la boutique s'est refermée derrière eux. Marlowe et Raph se faisaient une face sur le trottoir de Michigan Avenue, à 2 mètres l'un de l'autre, avec 6 ans de silence entre eux. Avant que Raph ne puisse ouvrir la bouche, avant qu'il ne puisse dire son nom, avant qu'il ne puisse poser la question qui lui broyait la poitrine, la voix de Céleste a retenti de l'intérieur de la boutique, vive et impatiente. « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un va m'aider avec ce corset? » Marlowe a fermé les yeux une seule seconde, mais dans cette seconde, Raph a tout vu. L'épuisement, la colère, la peur et quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Une vieille douleur. Une douleur qui s'était cicatrisée et qui venait d'être rouverte. Puis elle a ouvert les yeux, secs, droits, sa colonne vertébrale aussi rigide que celle d'un soldat. Elle s'est retournée et est rentrée dans la boutique sans lui dire un seul mot. Raph est resté sur le trottoir. Sully s'est approché. Monsieur, qui était... Raph l'a dépassé, a poussé la porte de la boutique et est entré. À l'intérieur, l'odeur des fleurs l'a submergé. Des lises, des roses, quelque chose de doux et de lourd. Des miroirs partout, du tissu blanc partout,
Une lumière chaude et flatteuse conçue pour rendre chaque femme plus belle qu'elle ne se croyait, une douce musique de violon. Et Céleste se tenait sur l'estrade d'essayage, portant une robe en dentelle blanche, s'étudiant dans le miroir. Marlowe se tenait derrière elle, les mains occupées à boutonner le dos de la robe. Raph a regardé cette scène. La femme qu'il avait aimée, la femme qui avait disparu, qui avait porté ses enfants, qui avait élevé deux petits seuls pendant 6 ans, avec des chaussures aux semelles usées, se tenait là, les mains tremblantes, à boutonner la robe de mariée de la femme qu'il s'apprêtait à épouser pour le bien de 2 familles. Et il a eu envie de briser tous les miroirs de la pièce. Les doigts de Marlowe se déplaçaient sur les boutons. De la soie blanche, lisse, chère. Le genre de tissu qu'elle n'était autorisée à toucher que lorsqu'elle servait quelqu'un d'autre. Céleste parlait de sa voix vive et excitée. La réception aura lieu au Drake, 400 invités. Ma mère insiste sur les pivoines, mais je pense que le gardenia serait plus. Céleste s'est arrêtée et a regardé Raph à travers le miroir, le remarquant enfin. « Oh, chérie, tu es enfin entrée. Qu'en penses-tu? La dentelle ou le satin? » Raph a regardé Marlowe à travers le miroir. Leurs regards se sont croisés dans le reflet, à travers le verre, à travers l'image de Céleste en blanc, à travers la lumière faussement douce. Marlowe a détourné le regard la première. Elle a boutonné le dernier bouton, a lissé la dentelle le long du dos de Céleste et s'est écartée. Professionnelle, impeccable, invisible. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, près du petit salon d'attente avec un canapé en velours et une boîte de crayons de cire, les enfants étaient assis tranquillement. Brillaient coloriait, la langue tirée sur le côté avec concentration. Jonah lisait, mais ses yeux n'étaient noirs sur la page. Ses yeux étaient sur sa mère. Sa voix était glaciale et sèche, distante, comme si elle venait d'une autre planète. Céleste se tournait devant le miroir, s'admirant, sans jamais réaliser que le monde venait de changer. Marlowe réarrangeait les robes sur le portant, le dos droit, ses mains ne tremblant plus. Ou peut-être qu'elle le cachait simplement mieux maintenant. Brielle a levé les yeux de son coin coloriage. Elle a regardé Raph, puis sa mère, puis de nouveau Raph. Les enfants sont plus sensibles que n'importe qui d'autre dans une pièce. Brielle savait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de lourd pesait sur l'air, mais elle ne savait pas encore ce que c'était. Elle a baissé la tête et a continué à colorier. Des traits de cire jaune sur du papier blanc. La lumière d'automne derrière les vitrines. La musique de violon qui jouait toujours. Et Rafferty Kincaid se tenait au milieu de cette boutique de robes de mariée, entre 2 femmes. Celle qu'il s'apprêtait à épouser et celle qu'il avait perdue. Sachant que tout ce qu'il pensait comprendre des 6 dernières années venait de s'effondrer complètement. Et sachant que les 2 pères Dieu dans ce coin, les 2 pères Dieu portant son propre visage, allaient tout changer. Tout. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé il y a 6 ans et qui a poussé Marlowe à disparaître avec les 2 enfants dont Raph n'a jamais su l'existence, alors aimez cette vidéo pour que je sache que vous voulez entendre la suite. Partagez cette histoire avec quelqu'un d'autre qui aime les drames familiaux émouvants comme celui-ci et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie. Car la vérité derrière tout cela va faire bien plus mal que ce que vous imaginez en ce moment. Céleste est sortie de la cabine d'essayage, son téléphone collé à l'oreille. Sa voix vive résonnait depuis le couloir menant à la porte d'entrée alors qu'elle appelait sa mère pour lui demander ce qu'elle pensait de la robe en dentelle. La porte vitrée s'est refermée derrière elle et la boutique de robes de mariée est soudainement tombée dans un silence si tendu qu'il était difficile d'y respirer. La musique de violon jouait toujours, mais Raph ne l'entendait plus. Il regardait Marlowe qui redressait la robe en satin sur le portant. Elle lui tournait le dos, les 2 épaules contractées sous le tissu noir de son chemisier. Il est entré dans la cabine d'essayage. Il n'a pas frappé. Il n'a pas demandé la permission. Il a poussé la porte à moitié fermée et est entré dans l'espace exigu rempli de miroirs, où le parfum de Céleste flottait encore dans l'air, mêlé à l'odeur du tissu neuf. Marlowe a entendu le bruit de ses pas et s'est retourné brusquement. Une main tenait encore le cintre et quelque chose a brillé dans ses yeux, entre la colère et la peur, quand elle l'a vu se tenir là, bloquant la porte. Raph l'a fermé doucement derrière lui, pas fort, mais le clic du loquet dans le silence de cette pièce a retenti comme le bruit d'un pistolet qu'on arme. Il l'a regardé. Elle l'a regardé. Les miroirs autour d'eux les reflétaient sous tous les angles, multipliant l'instant à l'infini.
eux deux, face à face, dans une pièce trop petite pour contenir 6 ans de distance. Il a ouvert la bouche et quand sa voix est sortie, elle était plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Seulement 2 mots, mais ils sont tombés entre eux, lourds comme du plomb. Quel âge? Marlowe n'a pas répondu. Elle a replacé le cintre sur le portant, son mouvement lent, contrôlé, comme si elle utilisait chaque once de force qu'elle avait pour empêcher ses mains de trembler. Elle lui a tourné le dos. Vous devez quitter, c'était bien. Quel âge, Marlowe? Sa main s'est arrêtée. Elle ne s'est pas retournée. Ses épaules se sont affaissées juste un peu, mais Raph l'a vue. Il avait toujours tout vu en elle, même quand elle ne le voulait pas. Le silence s'est étiré entre eux pendant 3 battements de cœur, puis elle a parlé. Sa voix semblait creuse, vidée de tout sentiment, comme si elle lisait un numéro sur un reçu. 5. Raph a inspiré. 5 ans, ce qui signifiait que Marlowe était déjà enceinte quand elle était partie. Ce qui signifiait que lorsque son père l'avait convoquée dans cette pièce privée pour la dernière fois, lorsqu'elle avait disparu de l'appartement qu'ils avaient partagé, lorsqu'il l'avait cherchée pendant 3 mois puis avait abandonné parce qu'il avait cru la parole de son père selon laquelle elle était partie de son plein gré. Il y avait déjà 2 petites vies dans son corps, portant son sang. Il a dégluti difficilement, sentant le sol basculer sous lui pour la 2e fois de la journée. Ils ont mes yeux. Marlowe s'est retournée, et cette fois, elle ne l'a pas caché. Ses yeux brûlaient de ce feu. Il se souvenait de ce même feu qui l'avait fait tomber amoureux d'elle la première fois qu'il l'avait vue dans un bar de Lincoln Park, 7 ans plus tôt. Quand elle était une étudiante de 21 ans, assez audacieuse pour regarder droit dans les yeux d'un homme que le reste de la salle évitait. « Ils ont mon nom de famille », a-t-elle dit, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. « Ils ont mon sang, ma sueur, mes nuits blanches. Ce sont mes enfants, Rafferty. Tu n'as pas le droit de débarquer ici après 6 ans et de revendiquer quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de les regarder et de te voir. Tu n'étais pas là. » Elle ne criait pas, mais chaque phrase frappait Raph comme une vague s'écrasant sur la pierre. Et il laisse rester là et a encaissé, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Il savait que tout ce qu'il pourrait dire maintenant serait insignifiant face au poids des 6 années qu'elle avait portées seule. Il a ouvert la bouche. Je ne savais pas. Et c'est la faute de qui? La question est restée en suspens entre eux, n'ayant pas besoin de réponse car ils la connaissaient tous les deux déjà. De l'extérieur, la voix de Céleste est parvenue, distante mais claire. « Marley, pouvez-vous m'emballer l'échantillon de satin et peut-être aussi celui avec les boutons de perles? » Marlowe a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a rouverts, le feu avait disparu, remplacé par la couche de glace professionnelle qu'elle avait affûtée pendant 6 ans à servir des femmes riches, tout en élevant 2 enfants avec un salaire minimum. « Bien sûr, madame, un instant. » Sa voix était douce, lisse, impeccable. La voix de quelqu'un qui avait appris à se rendre invisible. Elle a regardé Raph, les yeux secs et durs. « Sors de cette pièce, souris à ta fiancée et ne regarde plus mes enfants. Tu m'as comprise? » Raph n'a pas bougé. Il a pris un reçu vierge sur le comptoir, le genre de papier fin utilisé pour écrire les commandes, et a écrit son numéro de téléphone au dos avec l'un des stylos à billes de la boutique. Son écriture tremblait, presque illisible, mais les 11 chiffres étaient là, nets et clairs sur la page. Il a posé le reçu sur le comptoir en verre et l'a poussé vers Marlowe. « Ce soir ou je reviens demain, et le jour d'après, et tous les jours jusqu'à ce que tu me parles. » Marlowe n'a pas regardé le papier. Elle est passée devant lui, son épaule frôlant son bras, et ce bref contact les a tous les deux rendus rigides, leur a volé un demi-souffle à tous les deux avant qu'elle ne continue à sortir. Raph est resté dans la cabine d'essayage pendant 3 secondes de plus. Les miroirs le reflétaient de 4 côtés, un homme debout au milieu de robes de mariée blanche, le visage blême, une main serrée en un poing. Puis il est sorti. Céleste était revenue et vérifiait le sac contenant les échantillons de robes. Elle a souri en le voyant. « Prêt à partir, chérie? »« Prêt. » Sa voix était plate. À la porte de la boutique, il a marqué une pause d'un temps et a regardé par-dessus son épaule. Marlowe se tenait derrière la caisse emballant les échantillons de tissu dans du papier de quam, son visage sans expression, ses mains se déplaçant avec une aisance rapide et professionnelle. Mais le reçu avec son numéro de téléphone était posé sur le comptoir en verre, juste à côté de son coude. Elle ne l'a pas ramassé, mais elle ne l'a pas jeté non plus.
La berline glissait silencieusement dans les rues de Chicago. Céleste était assise sur la banquette arrière à côté de lui, faisant défiler son téléphone, lisant de temps en temps à voix haute des messages de sa mère sur la dentelle et les perles. Mais Raph n'entendait rien. Il regardait par la fenêtre la ville défiler comme un rêve flou, et dans son esprit, il n'y avait que deux paires d'yeux le regardant depuis le trottoir. Il a déposé Céleste à son penthouse du 42e étage. Il ne l'a pas embrassée pour lui dire au revoir. Il n'a pas fait de plan pour la revoir. Il a seulement fait un petit signe de tête quand elle est sortie, puis a donné au chauffeur une autre adresse. Le quartier général souterrain se trouvait sous le sous-sol de Veillot, un restaurant italien sur la rue Head, derrière une porte en acier déguisée en entrée de congélateur. Raph a traversé le restaurant à l'heure de pointe du dîner. L'odeur d'ail et de sauce tomate se mêlait aux rires et aux conversations. Puis il a descendu un escalier étroit en béton, a franchi les portes de sécurité et est entré dans son bureau. La pièce n'avait pas de fenêtre. Les murs étaient insonorisés. Il y avait un bureau en chêne, deux fauteuils en cuir, un meuble à liqueur et un coffre-fort. Il s'est assis dans son fauteuil, a allumé la lampe de bureau, puis l'a éteinte aussitôt. L'obscurité s'est refermée sur lui et il l'a laissé faire car la lumière lui semblait maintenant une intrusion. Sully a frappé à la porte. « Monsieur, vous avez une réunion avec Donovan à 9 heures au sujet du territoire du Northside et Moretti a appelé 3 fois depuis cet après-midi. Annulez tout. » Sully est resté silencieux un instant. En 12 ans aux côtés de Raph, il avait vu assez de choses pour ébranler n'importe quel homme. Mais Raph n'avait jamais annulé de rendez-vous sans donner de raison. « Tout, monsieur? »« Tout. Je ne vois personne ce soir. Fermez la porte. » Sully s'est retiré. La porte s'est fermée. Le silence est revenu, épais et lourd. Raph est resté assis là, dans le noir, les deux mains posées sur le bureau, essayant de reconstituer un monde qui venait d'être complètement déchiré. 5 ans, des jumeaux, les yeux des Kincaid. Marlo était enceinte quand elle est partie. Quand son père l'a convoquée dans une pièce privée, quand il l'a cherchée pendant 3 mois puis a abandonné, quand il s'est dit qu'elle était partie parce qu'elle ne pouvait pas supporter son monde, qu'elle avait choisi de partir, que c'était sa décision. Il a sorti son téléphone et a appelé son père. Penn Kincaid a répondu après 2 sonneries, sa voix aussi calme que chaque soir, le tintement des glaçons dans un verre de whisky clair à travers le haut-parleur. « Rafferty, j'ai entendu dire que tu avais annulé avec Donovan. Que s'est-il passé? J'ai vu Marlo aujourd'hui. » Silence. Pas le silence de la surprise. Le silence d'un homme choisissant la bonne réponse. Raph connaissait la différence. Il avait grandi dans cette maison. Il avait appris à lire chaque seconde du silence de son père. Et cette pause ne disait pas que Penn était pris au dépourvu. Elle disait que Penn savait déjà que ce jour viendrait. Elle a 2 enfants, des jumeaux, de 5 ans. Et tu laisses l'émotion interférer avec ton jugement. La voix de Penn était plate comme une table. Tu es à 3 semaines de ton mariage avec Céleste. L'alliance Monreef dépend de ce mariage. Concentre-toi sur ce qui compte. Pas une seule question. Pas de qui sont-ils, pas quel âge ont-ils, pas à quoi ressemblent-ils. Penn ne demandait pas parce que Penn n'avait pas besoin de demander, parce que Penn savait déjà. Raph sentit quelque chose de froid lui glisser le long de la colonne vertébrale. Un froid qui ne venait pas du sous-sol insonorisé, mais de la prise de conscience que son père avait su pour les 2 enfants portant le sang des Kincaid et avait choisi le silence, avait choisi la dissimulation, avait choisi de prétendre qu'ils n'existaient pas. « Ils ont mes yeux », a dit Raph, et il a détesté la façon dont sa voix a tremblé. « Ils ont les yeux des Kincaid. » Concentre-toi sur l'alliance Monreef, Rafferty. C'est tout ce que tu as à faire en ce moment. Penn a mis fin à l'appel. Pas d'au revoir, pas d'explication, seulement le bip régulier de la ligne déconnectée. Raph a posé le téléphone sur le bureau, l'a repris, a ouvert un navigateur. L'écran a éclairé son visage dans la pièce sombre et ses doigts se sont déplacés lentement sur le clavier, maladroitement, tapant chaque mot comme s'il écrivait dans une langue qu'il n'avait jamais apprise. Qu'est-ce que les enfants de 5 ans aiment? Les résultats sont apparus. Dinosaures, livres de coloriage, parcs, des questions sur tout, glace, balançoire, histoire pour s'endormir. Il a fait défiler et a lu chaque ligne. Et chaque mot lui semblait aussi étranger qu'un continent sur lequel il n'avait jamais mis les pieds. Il a tapé à nouveau.
Comment parler à un enfant pour la première fois? Mettez-vous à leur niveau. Ne forcez pas. Laissez-les venir à vous. Soyez patient. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas se tenir. Raph a fixé cette dernière ligne pendant un long moment. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas se tenir. Il a tapé une troisième fois, et cette fois ses doigts se sont arrêtés à mi-chemin. Il a dû effacer et recommencer parce que ses mains tremblaient trop. Un enfant peut-il pardonner à un père qu'il n'a jamais rencontré? Les résultats se sont chargés. Il ne les a pas tous lus. Il n'en avait pas besoin, car la question elle-même était déjà assez lourde pour écraser tout le reste. Assez lourde pour qu'un homme qui avait tué, qui avait donné des ordres, qui s'était assis en face des hommes les plus dangereux de Chicago sans crier, soit maintenant assis dans l'obscurité d'un sous-sol insonorisé, fixant l'écran de son téléphone et sentant sa poitrine se serrer à cause de deux enfants dont il n'avait même pas connu les noms jusqu'à cet après-midi. Jonah, Breyer. Il a chuchoté ses noms dans le noir, laissant sa bouche apprendre leur forme, et la pièce les a engloutis, comme elle avait englouti tous les autres secrets que ces murs avaient jamais gardés. Marlowe a tourné le panneau sur la porte vitrée sur fermé à 6 heures ce soir-là, 15 minutes plus tard que d'habitude, parce que ses mains tremblaient trop pour réussir à mettre la clé dans la serrure du premier coup. La boutique s'est assombrie alors qu'elle éteignait chaque rangée de lumière, et la dernière lumière du soleil d'octobre s'est retirée du plancher en bois, comme la marée qui se retire, laissant derrière elle l'obscurité et l'odeur fraîche de la soie. Brier était assise sur le canapé en velours dans la zone d'attente, ses jambes se balançant, tenant toujours un bâton de cire jaune dans sa main, le croquis à moitié fini reposant sur ses genoux. Elle regardait sa mère aller et venir pendant qu'elle nettoyait et a demandé de cette petite voix claire, sans aucune trace de suspicion, seulement la pure curiosité d'une enfant de 5 ans. Maman, qui était l'homme avec la grande voiture? Marlowe s'est arrêtée, une main sur un cintre. Elle tournait le dos à sa fille et elle en était reconnaissante, car si Briey voyait le visage de sa mère en ce moment, elle poserait plus de questions. Elle s'inquiéterait. Elle ferait un autre dessin triste. Marlowe ne saurait pas comment expliquer. Personne, mon bébé. Juste un client. Sa voix était douce, ordinaire, parfaitement maîtrisée. Briey a accepté la réponse immédiatement et est retourné à son coloriage. Mais Jonah, non. Il était assis à l'autre bout du canapé avec son livre sur le système solaire ouvert sur ses genoux, mais ses yeux n'étaient pas sur la page. Ses yeux étaient sur sa mère. Ce regard calme, ne demandant pas, n'exigeant pas d'explication, simplement observant. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de bien plus vieux que 5 ans. Quelque chose que Marlowe reconnaissait chaque fois qu'elle regardait son fils et ne disait jamais à voix haute, car le dire signifierait admettre qu'elle n'avait pas réussi à protéger son innocence. Jonah avait vu sa mère pleurer. Pas une fois, pas deux fois. Assez de fois pour que le garçon apprenne qu'il y avait des moments où il ne devait pas demander, que le silence était le moyen de l'empêcher de se briser davantage. 5 ans et il savait déjà comment ne pas demander pour que sa mère ne souffre pas plus. Marlowe a dégluti difficilement, s'est détourné et a continué à nettoyer. À 8 heures, les deux enfants s'étaient endormis sur le canapé. Briey était recroquevillée sur elle-même, serrant toujours le crayon jaune, sa joue pressée contre son dessin inachevé, une traînée de cire colorée sur son visage comme une touche de fer à joue. Jonah était allongé sur le dos avec le livre fermé sur sa poitrine. Une main reposait sur la couverture comme pour l'empêcher de s'envoler, et ce n'est que dans le sommeil que son visage s'est enfin adouci, a enfin eu l'âge qu'il aurait dû avoir. Marlowe s'est assise par terre à côté du canapé, appuyant son dos contre son pied, et a regardé ses enfants dormir. Les lumières de la boutique étaient toutes éteintes maintenant. Seule la lueur des lampadaires extérieurs traversait la vitre, projetant de longues barres de lumière sur le plancher en bois. Dans cette faible lumière, elle a vu le reçu glisser dans le tablier accroché au crochet à côté du comptoir. Quand l'avait-elle ramassé? Elle ne s'en souvenait pas. Quelque part entre l'emballage des échantillons de tissu pour Céleste, quelque part entre les faux sourires et les hochements de tête professionnels, sa main avait pris ce mince morceau de papier et l'avait glissé dans sa poche par réflexe, avant même que son esprit ne s'en rende compte. 600 sont revenus en trombe. Pas en image claire, mais comme une vague, enchevêtrée et suffocante. 800 $ dans la poche de son manteau quand elle laisse monter dans un bus pour quitter Chicago.
21 ans. Son ventre encore plat, bien qu'à l'intérieur de son corps, 2 cœurs battaient déjà, et elle ne le savait pas encore. Milwaukee. Une chambre humide louée à la semaine. Un test de grossesse avec 2 lignes dans les toilettes d'une gare routière. Une lumière fluorescente jaune au-dessus de sa tête. Sa main tenant ce petit bâton en plastique pendant qu'elle pleurait sans faire de bruit. Un médecin de la clinique gratuite disant des jumeaux. Et elle a ri parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Jonah est né 6 semaines en avance. Si petit qu'il tenait dans la paume d'une main. Sa peau fine comme du papier. Ses doigts pas plus épais que des allumettes. 2 semaines dans une couveuse. Et chaque nuit, Marlo s'asseyait à côté de lui, glissant sa main par la petite ouverture ronde, juste pour tenir un minuscule doigt et chanter doucement. Des chansons dont elle ne se souvenait pas des paroles, seulement de la mélodie. Briée était plus forte, plus bruyante, toujours affamée. Et Marlo allaitait un bébé à son sein tout en gardant son corps tourné vers la couveuse de Jonah. Tout son corps divisé entre 2 enfants, tout comme tout dans sa vie à partir de ce moment-là serait divisé en 2. 3 emplois, serveuse le jour, lessive la nuit, nettoyage de chambre d'hôtel le week-end. 4 heures de sommeil si elle avait de la chance, 3 si l'un d'eux était malade. Et ils étaient souvent malades parce que la chambre était humide et que Marlo ne pouvait pas se permettre un chauffage décent. Ce premier hiver, les semelles de ses chaussures se sont fendues. Elle les a doublées de carton et a marché jusqu'au travail dans la neige. Ses pieds engourdis par le froid, mais un sourire aux lèvres parce que les clients donnaient plus de pourboire quand on souriait. Elle était revenue à Chicago il y a 8 mois parce que sa mère, Ruth, a reçu un diagnostic de cancer. Elle a utilisé le nom de jeune fille de sa mère sur sa demande d'emploi, portait Marley Miller sur son badge d'employé au lieu de Marlo Ashford, et a choisi une boutique de robes de mariée sur Michigan Avenue parce que c'était le dernier endroit sur Terre où un parrain de la mafia entrerait jamais. Elle n'avait mal calculé qu'une seule chose. Celeste Monrath avait insisté pour traîner Rafferty Kincaid avec elle pour choisir une robe de mariée. Marlo a sorti le reçu de la poche de son tablier. 11 chiffres écrits d'une main tremblante, encre bleue sur papier blanc. Elle l'a regardé à la lumière du lampadaire, a regardé ses enfants endormis, a de nouveau regardé le papier. Puis elle a sorti son téléphone, le modèle bon marché avec le coin de l'écran fissuré, et a tapé un message à ce numéro. Port de Montrose, le quai est 21 heures. Viens seul ou ne viens pas du tout. Elle a appuyé sur envoyer et posé le téléphone par terre et est restée assise là, dans l'obscurité, le dos contre le canapé, écoutant la respiration régulière de ses enfants, attendant une rencontre qu'elle ne savait pas si elle espérait ou redoutait. Port de Montrose, 9 heures un jeudi soir d'octobre. Le vent venait du lac Michigan et balayait le quai, transportant un air froid et humide, et l'odeur de l'eau, de la mousse, de l'automne sur le point de se transformer en hiver. Le quai était désert. Les voiliers avaient déjà été tirés à terre pour la saison froide, ne laissant que des poteaux en bois et des cordes lâches se balançant dans le vent. Les lampadaires diffusaient une pâle lumière jaune sur l'eau noire, et le bruit des vagues frappant les poteaux était régulier et rythmé, comme le battement de cœur de quelqu'un qui retient son souffle. Raph est arrivé 20 minutes en avance. Il s'est garé à 2 rues de là et a conduit lui-même. Pas de Sully, pas de garde de corps, personne. Pour la première fois depuis des années, il se tenait dehors seul, complètement seul, sans armure d'homme et d'armes autour de lui. Et la sensation était si étrange qu'il a dû s'arrêter un instant avant de sortir de la voiture, a dû se rappeler qu'il avait choisi cela. Il a marché jusqu'au bout du quai, les mains dans les poches de son manteau, son col relevé contre le vent et ses tenues au bord en bois, regardant la vaste étendue sombre du lac Michigan. Le vent continuait de souffler et au milieu de celui-ci, il a entendu une voix. Pas du quai, mais d'il y a 6 ans, si claire qu'il a tourné la tête pour la chercher avant de réaliser qu'elle n'existait que dans son esprit. La voix de Marlo, 21 ans, allongée à côté de lui dans le lit de ce petit appartement de Lincoln Park, ses doigts traçant des cercles sur sa poitrine, alors qu'elle chuchotait, douce comme un souffle. « Je n'ai pas peur de qui tu es. J'ai peur de qui tu pourrais devenir. » Il lui avait promis qu'il ne deviendrait jamais son père. Il avait menti. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas été assez fort pour tenir cette promesse.
Et la différence entre ces deux choses ne signifiait rien pour la femme qui avait été forcée de fuir à cause de lui. À 9 heures précises, des pas sur le bois. Raph s'est retourné. Marlowe marchait vers lui depuis le début du quai, portant un manteau fin. Le genre de manteau qui n'était pas assez chaud pour une nuit d'octobre au bord du lac, mais qui était probablement le plus épais qu'elle possédait. Ses cheveux s'étaient détachés et le vent les balayait derrière elle. Ses mains étaient vides. Pas de sac à main, pas de téléphone à la main, rien du tout, sauf elle-même. Elle s'est assise à côté de lui au bord du quai, à un demi-mètre de distance. Assez loin pour ne pas se toucher, assez près pour qu'ils puissent s'entendre sans élever la voix. Elle ne l'a pas regardé. Elle a regardé le lac. Et quand elle a ouvert la bouche, sa voix n'a pas tremblé, n'était pas froide, n'était pas en colère, seulement monotone, mais stable, comme quelqu'un qui avait préparé chaque mot à l'avance. Tu as 20 minutes, je vais parler, tu vas écouter. Quand j'aurai fini, tu partiras. Compris? Raph a hoché la tête et Marlowe a commencé à raconter. Pas parce qu'il l'avait demandé, pas parce qu'il méritait de l'entendre, mais parce qu'elle avait porté cette histoire seule pendant 6 ans et qu'elle était trop lourde maintenant. Assez lourde pour qu'elle ait besoin de la déposer. Avait besoin qu'au moins une personne au monde connaisse le prix qu'elle avait payé. Ton père m'a appelé au domaine un mardi après-midi. Je pensais qu'il voulait parler parce qu'il était toujours poli avec moi, toujours souriant, me demandant toujours ce que j'étudiais à l'école. Je suis venu et il m'a invité à m'asseoir, à verser du thé et à poser une enveloppe jaune sur la table. Elle s'est arrêtée et a inspiré. À l'intérieur, il y avait des photographies. Ma mère allant au travail, prise de l'autre côté de la rue. Il y avait une carte de sa routine quotidienne, notée à la minute près. Elle montrait exactement à quelle heure ma mère quittait la maison, quelle ligne de bus elle prenait et chaque endroit spécifique qu'elle visitait pendant la journée. Sa voix est restée plate, mais la main posée sur sa cuisse s'est crispée, ses doigts s'enfonçant dans le denim de son jean. Il a dit « Tu es une gentille fille, Marlowe. C'est ça le problème. Les gentilles filles ne survivent pas dans ce monde, et si tu restes, les gens qui t'aiment ne survivront pas non plus. » Puis il a posé un chèque sur la table. 50 000 $ et 24 heures. Raph est resté immobile. Sa mâchoire était si serrée que le muscle tressautait sous sa peau, mais il n'a rien dit parce qu'elle lui avait dit d'écouter. Je n'ai pas pris de l'argent. Je suis rentré chez moi, j'ai fait un sac à dos et j'ai quitté Chicago avec 800 $ d'économie. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Je l'ai découvert une semaine plus tard à Milwaukee. Dans les toilettes de la gare routière, des lumières fluorescentes qui clignotaient au-dessus de ma tête, un sol sale sous mes pieds, un test de grossesse à la main. Elle a dégluti difficilement pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Le médecin de la clinique gratuite a dit des jumeaux. Je me suis assise sur cette chaise en plastique dans la salle d'attente et je ne savais pas si je devais pleurer ou rire, alors j'ai fait les deux en même temps. Et l'infirmière m'a regardé comme si j'étais folle. Le vent du lac Michigan s'est levé plus fort, leur fouettant le visage, mais aucun d'eux n'a bougé. Jonah est né 6 semaines en avance. Il était si petit qu'il tenait dans la paume de ma main. Ses doigts n'étaient pas plus épais que des allumettes, sa peau fine comme du papier, et il est resté dans une couveuse pendant 2 semaines. Chaque nuit, je m'asseyais à côté de lui, glissant ma main par cette petite ouverture ronde sur le côté, tenant un minuscule doigt et chantant. Je ne me souviens pas de ce que je chantais. Je me souviens seulement de ses doigts s'enroulant autour des miens, si légers, si faibles. Mais il ne lâchait pas. Marlowe s'est arrêté et respiré. Raph pouvait entendre le tremblement dans ce souffle. Mais quand elle a repris la parole, sa voix est redevenue plate, égale et stable, comme si elle lisait un témoignage pour un procès. Briller était plus forte. Elle pleurait plus fort, avait besoin de plus, et le premier mot qu'elle a dit était « maman ». Jonah était plus calme, pleurait moins, et le premier mot qu'il a dit était « livre », parce que je lui lisais des histoires tous les soirs quand il était encore dans la couveuse. Elle a baissé les yeux sur ses propres mains. 3 emplois, serveuse le jour, lessive la nuit, nettoyage de chambre d'hôtel le week-end. 4 heures de sommeil si aucun d'eux n'était malade, 3 si l'un d'eux l'était. Ce premier hiver, les semelles de mes chaussures se sont fendues.
Alors je les ai doublés de carton et j'ai marché jusqu'au restaurant dans la neige parce que je ne pouvais pas me payer le ticket de but. Le carton était trempé en 10 minutes. Mais je souriais quand même aux clients parce que sourire signifiait de meilleurs pourboires et de meilleurs pourboires signifiait assez de lait en poudre pour brailler la semaine suivante. Marlowe s'est tue. Le vent du lac Michigan a rempli l'espace entre eux et elle l'a laissé faire. Ne s'est pas pressée, n'a pas ressenti le besoin de le combler avec des mots. Elle en avait dit assez. 6 ans compressés en 20 minutes. Et maintenant, elle était assise là, les mains posées sur ses cuisses, regardant la vaste étendue noire du lac, attendant que tout se calme. Puis elle s'est tournée et a regardé Raph pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Et sa voix va changer. Elle n'était plus plate, plus la voix de quelqu'un lisant une déclaration pour un procès. Maintenant, elle avait un tranchant. Maintenant, elle avait une lame. Maintenant, elle portait 6 ans à tout porter seule, connoissé dans chaque mot. J'ai construit leur monde sans toi, Rafferty. Chaque brique, chaque repas, chaque histoire pour s'endormir, chaque visite chez le médecin que je ne pouvais pas me permettre, chaque nuit où je suis resté éveillé seul parce que l'un d'eux avait de la fièvre et que je n'avais personne à appeler. Je l'ai construit. Moi, pas toi. Elle a inspiré. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont jamais eu besoin de toi. Ils ne savent pas que signifie avoir besoin d'un père parce qu'ils n'en ont jamais eu. La seule question, la seule qui compte, c'est de savoir si tu mérites d'être dans leur monde. Raph est resté immobile. Il ne l'a pas regardée, car s'il la regardait maintenant, il avait peur de craquer, et il n'était pas prêt à ce qu'elle voie ça. Il a baissé les yeux sur ses propres mains, toutes deux posées sur ses genoux, des mains qui avaient autrefois détenu le pouvoir de vie et de mort sur la moitié de cette ville et qui ne savaient plus où elles appartenaient. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» a-t-il demandé, la voix rauque. « À propos de moi ?» Marlowe est restée silencieuse un instant. Que leur père était un homme qui devait partir loin. Que ce n'était pas de leur faute. Que parfois les adultes font des choix que les enfants ne peuvent pas comprendre. Chaque mot avait été choisi avec soin, chacun d'eux usé par des centaines de répétitions chaque fois que Briere demandait. Ou que Jonah la regardait avec ses yeux trop semblables à ceux de son père et ne disait rien du tout. Raph a dégluti difficilement. « Je veux les connaître. » Vouloir ne suffit pas. Marlowe a répondu immédiatement, sans réfléchir, car elle avait pensé à cette phrase depuis la veille au soir. « Oh, nagé, monsieur. » La retournant encore et encore dans sa tête alors qu'elle était assise par terre dans la boutique, regardant ses enfants dormir. Vouloir ne suffisait pas. Vouloir était facile. Pendant 6 ans, elle n'avait pas voulu. Et pourtant, elle avait tout fait. N'avait pas voulu et s'était quand même levée à 4 heures du matin. N'avait pas voulu et avait quand même marché dans la neige avec des semelles fendues dans ses chaussures. N'avait pas voulu et avait quand même chanté pour ses enfants tous les soirs avec la gorge serrée par l'épuisement. Vouloir ne signifiait rien si ce n'était pas suivi par le fait de rester. Elle s'est levée. Raph a levé la tête et l'a regardée, et à la pâle lumière jaune du lampadaire, elle ressemblait à la fille qu'elle avait été 6 ans plus tôt. Plus jeune, plus douce, avant que son monde ne l'écrase. Mais seulement pour une seconde. Puis la lumière a changé et elle était Marlowe maintenant. Plus mince, plus dure, plus forte de la manière dont seules les personnes qui ont été brisées et se sont reconstruites peuvent être fortes. Elle a marqué une pause, comme si elle se souvenait de quelque chose ou décidait de lui donner une dernière chose avant de partir. « Jonah lit tout », a-t-elle dit, et sa voix s'est adoucie, s'est attendrie. La voix d'une mère parlant de son enfant, pas la voix d'une femme faisant face à l'homme qui lui avait tout coûté. Il a appris à lire tout seul quand il avait 4 ans. Je ne lui ai pas appris. Je lui lisais juste des histoires tous les soirs. Et puis un jour, il m'a lu une histoire en retour. Il lit n'importe quoi. Le système solaire, les dinosaures, le dictionnaire. Il lit le dictionnaire comme d'autres lisent des histoires. Elle s'est arrêtée, a inspiré. Brier dessine, elle les dessine tout. Moi, ses amis, le chat du voisin, la glace à la fraise. Silence. Elle t'a dessiné une fois. Une grande silhouette en crayon noir, sans visage. Debout à côté de 2 petites silhouettes et d'une moyenne. Elle a appelé ça le dessin de papa. Le vent continuait de souffler. Les vagues frappaient les poteaux en bois. Raph n'a pas bougé. Elle ne sait pas à quoi ressemble ton visage. Alors elle a dessiné son père comme une ombre.
Une grande ombre sans visage, debout à côté de la famille. Marlowe l'a regardé une seconde de plus, puis s'est détourné. J'y réfléchirai. Ne m'appelle pas. Je t'appellerai. Elle s'est éloignée sur le quai en bois, ses pas légers mais stables, sans jamais regarder en arrière. Son manteau fin flottait dans le vent. Sa silhouette est devenue plus petite le long du chemin menant à la rue, puis a tourné au coin, puis a disparu. Raph est resté là, seul, au bout du quai. Le lac Michigan s'étendait devant lui, vaste, noir, froid, infini. Le vent lui frappait le visage et il l'a laissé faire. Ne s'est pas protégé, ne s'est pas détourné. Il a pensé à ce croquis vibrant, une grande silhouette sans visage, une fillette de 5 ans assise quelque part par terre dans cette ville, tenant un crayon noir et dessinant son père comme un espace vide. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, tant d'années qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois, les yeux de Rafferty Kincaid ont brûlé, chauds et vifs, et il ne l'a pas arrêté, car il n'y avait plus aucune raison de l'arrêter. Vendredi matin, Raph s'est rendu au domaine de son père dans la banlieue nord de Chicago, où de vieux chênes se courbaient au-dessus de la route menant aux grilles enfers, et où la pelouse était si parfaitement tondue qu'on aurait dit que la violence n'avait jamais touché ce sol. Il n'a pas appelé à l'avance, il n'en avait pas besoin. Penn Kincaid se levait à 5 heures du matin tous les jours depuis 40 ans. Il s'asseyait dans son bureau, buvant du café noir et lisant le journal, une habitude inébranlable d'un homme qui régnait par la discipline et la répétition. Raph a franchi la porte d'entrée en chêne, déjà ouverte par la gouvernante, a descendu le couloir bordé de paysages italiens que son père avait achetés pour prétendre être un homme d'affaires au lieu de ce qu'il était vraiment, et s'est arrêté à la porte du bureau. Penn était assis dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Le tribune était ouvert sur ses 6 genoux, des lunettes de lecture posées sur l'arête de son nez. Il a levé les yeux quand Raph est entré, pas surpris, n'a pas posé la tasse, a seulement regardé son fils avec des yeux, les yeux dont Raph avait hérité et qu'il avait maintenant transmis aux 2 enfants que leur grand-père avait traités comme des défauts jetables à effacer. « Tu es en avance », a dit Penn en prenant une gorgée de café. « Assieds-toi, Maria apportera une autre tasse. Je ne suis pas venu pour le café. » Raph ne s'est pas assis. Il s'est tenu au milieu de la pièce, les bras le long du corps, et a regardé son père. L'homme qui lui avait appris à lire un adversaire, à contrôler une pièce, à ne jamais laisser l'émotion paraître sur son visage. Il a utilisé ces mêmes leçons maintenant pour garder sa propre voix égale quand il a dit « Tu savais qu'elle était enceinte. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Penn a posé sa tasse de café sur la table à côté de lui. Lentement, avec les mouvements d'un homme qui n'était jamais pressé par personne, il a plié le journal, a enlevé ses lunettes, les a posées sur ses genoux et a regardé Raph avec l'expression calme qu'il avait portée toute sa vie. L'expression calme qu'il portait quand il donnait des ordres, quand il rendait un jugement, quand il détruisait des choses. « Mes hommes l'ont suivi jusqu'à Milwaukee », a dit Penn, sa voix aussi égale que s'il lisait un rapport financier. « Je savais pour la grossesse. Je savais que c'était des jumeaux. Je savais que le garçon était né en avance et avait passé 2 semaines en soins intensifs. » Chaque phrase tombait entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondulations vers l'extérieur. Mais Penn ne regardait pas les ondulations. Il regardait seulement son fils, mesurant la réaction comme il mesurerait un adversaire dans une salle de négociation. Raph sentit quelque chose de chaud monter de sa poitrine. Quelque chose qu'il avait passé sa vie à retenir parce que son père lui avait appris que la colère était une faiblesse. Mais cette fois, c'était plus fort que la leçon, plus fort que la discipline, plus fort que la peur. « Tu as regardé mon fils presque mourir et tu n'as rien dit. J'ai pris une décision. » Penn n'a pas essayé. Une fille sans nom, sans valeur, sans statut familial, sans utilité pour cette organisation. Pourtant 2 enfants qui deviendraient des cibles dès que quelqu'un saurait qu'ils existaient. L'écarté était propre. La garder était le chaos. Écarté. Il a utilisé le mot comme un homme parlerait d'une perte dans un registre, un actif non rentable à radier. Pas une jeune fille de 21 ans amoureuse de son fils, pas 2 enfants portant le sang des Kincaid, juste un problème nécessitant une solution, et la solution était l'effacement. « Ce sont tes petits-enfants. » Raph a entendu sa voix se briser sur le dernier mot,
mais il n'a pas essayé de la corriger. Ce sont une faiblesse, a répondu Penn, plat comme une table. Chaque ennemi que nous avons les utiliserait contre toi. J'élimine la faiblesse avant qu'elle ne puisse être exploitée. C'est comme ça que j'ai maintenu cette famille debout pendant 40 ans. Le seul ennemi qui les a utilisés contre moi, c'est toi. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre eux. Penn a regardé Raph et pour la première fois, quelque chose a changé sur son visage. Pas de regret, pas de douleur, mais une reconnaissance froide, comme un maître voyant que son élève avait enfin porté un coup au bon endroit. Le silence s'est étiré entre eux pendant 5 secondes. 10. Puis Penn a parlé lentement, clairement, chaque mot posé comme une pièce d'échec. Et je le referai. Pas de justification, pas d'adoucissement, pas de prétention que c'était par amour ou par protection, juste la vérité nue d'un homme qui croyait que le pouvoir était de la survie et qui était prêt à brûler tout ce qui se mettait en travers de son chemin, même son propre sang. Raph s'est levé. Il n'a pas argumenté davantage, n'a pas crié, n'a pas frappé le bureau parce qu'il comprenait qu'avec Penn-Concade, l'émotion était une arme. L'homme ne ferait que la retourner contre lui. Il a seulement regardé son père avec les mêmes yeux et a dit d'une voix plus froide que toutes celles que Penn avait jamais entendues de lui. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Il s'est retourné et est sorti sans regarder en arrière, a passé le couloir des paysages italiens, a passé la porte d'entrée en chambre, est sorti dans la lumière du soleil du vendredi matin où la voiture attendait, et Sully se tenait à côté, tenant la porte ouverte. Raph est monté dans la voiture et fermé la porte et a parlé sans regarder Sully. Je veux que tu réenquêtes sur tout ce qui s'est passé il y a 6 ans. Qui a suivi Marlowe? Qui a fait un rapport à mon père? Chaque communication, chaque ordre, chaque personne impliquée. Et je veux savoir si mon père a continué à la surveiller au cours des 6 dernières années. Sully l'a regardé dans le rétroviseur, a fait un seul signe de tête et a démarré le moteur. La berline s'est éloignée de l'avenue des Vieux Chênes et Raph n'a pas regardé en arrière vers le domaine où il avait grandi, où son père lui avait appris à devenir un homme, où il savait maintenant, avec une certitude absolue, qu'il ne reviendrait plus jamais en tant que fils. Vendredi soir, Marlowe est arrivé à l'hôpital Northwestern Memorial à 8 heures, après avoir installé Jonah et Briere pour la nuit dans l'appartement de son ami. Une autre mère célibataire du même étage, une femme avec qui Marlowe échangeait des services de garde d'enfants le week-end. Les couloirs de l'hôpital étaient calmes à cette heure-là, baignés d'une lumière fluorescente blanche, portant l'odeur âcre du désinfectant et le bip régulier des moniteurs provenant des chambres des patients. Marlowe connaissait ces couloirs par cœur, 2 fois par semaine depuis 8 mois maintenant. Elle les avait parcourus assez souvent pour savoir quelle tuile du couloir du 4e étage était fissurée, pour connaître le nom de l'infirmière de nuit, pour savoir quel distributeur automatique fonctionnait encore et lequel avalait votre argent. Chambre 412. Elle a frappé doucement, puis a poussé la porte et est entrée. Ruth Ashford était allongée dans le lit d'hôpital, plus mince à chaque visite de Marlowe. Ses pommettes ressortaient nettement, ses poignets aussi délicats que des brindilles sèches, mais ses yeux marron chauds, les mêmes yeux que sa fille portait, étaient toujours brillants, toujours alertes, toujours capable de voir à travers tout ce que Marlowe essayait de cacher. La couverture blanche de l'hôpital était remontée jusqu'à sa poitrine. Sur la table de chevet se trouvait un vase de marguerites jaunes. Briere les avait choisis le dimanche précédent. Et un chef-d'œuvre coloré que la petite fille avait fait pour sa grand-mère, 4 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil bien trop grand pour la page. Marlowe s'est assise sur la chaise en plastique à côté du lit, l'endroit où elle s'était assise des centaines de fois, et n'a rien dit. Elle a pris la main de sa mère, cette petite main osseuse qui était encore chaude, et s'est assise en silence. Ruth l'a laissée silencieuse. 1 minute, 2. Le moniteur continuait son bip mesuré. Quelqu'un a toussé dans la chambre voisine, un chariot a roulé dans le couloir. Puis Ruth a doucement pressé la main de sa fille et a dit d'une voix douce mais claire, la voix de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître quand son enfant portait quelque chose de trop lourd seul. Quelque chose s'est passé. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Marlowe a regardé la main de sa mère dans la sienne. Ses propres doigts plus larges, plus forts, mais agrippant cette main fragile comme une bouée de sauvetage. Il nous a trouvés. Ruth n'a pas demandé qui. Elle n'en avait pas besoin.
Il n'y avait qu'un seul homme au monde qui pouvait faire venir sa fille à l'hôpital à 8 heures du soir avec ce regard dans les yeux. Elle le savait parce qu'elle avait vu ses yeux 6 ans plus tôt, quand Marlowe était apparu à sa porte à Milwaukee avec un sac à dos sur une épaule et le regard de quelqu'un qui venait de tout perdre. Elle le savait parce que pendant 6 ans, elle avait regardé dans les yeux de ses petits-enfants chaque jour et n'avait jamais demandé, n'avait jamais forcé sa fille à raconter l'histoire. Avait seulement attendu parce que Ruth Ashford comprenait que certaines blessures avaient besoin de temps avant de pouvoir ouvrir leur propre bouche. Silence. Puis Ruth a demandé doucement. « C'est-il pour les jumeaux? » Marlowe a hoché la tête sans lever la sienne. Ruth a levé les yeux vers le plafond de l'hôpital, tout blanc et fluorescent. Rien à regarder là-haut. Et pourtant, elle a regardé longtemps, comme si elle pesait chaque mot avant de le laisser partir. Bien, juste un mot. Mais il a fait lever la tête à Marlowe de surprise, car elle s'était préparée à l'inquiétude, à l'avertissement, à sois prudente, à ne lui fais pas confiance. Mais Ruth a dit, « Bien, ces enfants méritent plus que des ombres, Marley, et tu mérites plus que de fuir. » Marlowe a regardé sa mère et a vu dans ses yeux marron chaud aucun jugement, aucune peur, seulement la douce lassitude d'une femme qui avait regardé sa fille fuir assez longtemps et voulait qu'elle s'arrête. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle le méritait. Le silence qui a suivi s'est prolongé, mais c'était un silence différent, pas lourd comme celui sur lequel elle veille au soir, mais plus chaud, plus doux, le genre de silence qui n'existe qu'entre une mère et sa fille quand toutes deux comprennent sans avoir besoin d'expliquer. Il n'a pas pu leur donner de nom, a dit Marlowe doucement, comme si elle venait de réaliser que ce fait avait du poids. Pendant 6 ans, elle avait tout choisi pour ses enfants seuls, de leur nom à leur école, en passant par les berceuses qu'elle chantait la nuit. Et elle n'avait jamais pensé que c'était une perte pour lui, jusqu'à ce qu'elle voie Raph se tenir sur ce trottoir de Michigan Avenue, regardant 2 enfants avec ses yeux et ne connaissant même pas leur nom. Ruth a de nouveau pressé la main de sa fille, légère mais ferme. « Alors tu leur as donné de beaux noms. » 4 mots, suffisants pour que Marlowe comprenne que sa mère ne lui reprochait pas d'avoir gardé le secret. Ne lui reprochait pas d'avoir fui. Ne lui reprochait pas d'avoir tout porté seule. Sa mère disait seulement qu'elle avait bien fait. Que Jonah et Breer, ces 2 noms qu'elle avait choisis dans une chambre humide louée à Milwaukee, quand son ventre était devenu si gros qu'elle ne pouvait plus se pencher, étaient de beaux noms, étaient suffisants, étaient justes. Et Marlowe a pleuré. Pour la première fois depuis qu'elle avait vu Raph sortir de la berline noire sur le trottoir de Michigan Avenue, pour la première fois, elle s'est autorisée à craquer. Pas devant Raph, pas devant ses enfants, mais ici, dans la chambre d'hôpital silencieuse, tenant la main de sa mère dans le seul endroit sûr qui lui restait. Elle a pleuré sans bruit, ses épaules secouées, des larmes tombant sur la couverture blanche. Et Ruth n'a rien dit de plus, a seulement tenu la main de sa fille et l'a laissé pleurer, parce que parfois, la chose la plus forte qu'une mère puisse faire est de laisser son enfant être faible. Celeste Monreff n'était pas une femme facile à tromper. Elle avait grandi dans une famille où l'innocence était un luxe que personne ne pouvait se permettre, où son père lui avait appris que l'information était une arme plus puissante que n'importe quel pistolet. Alors, quand Raph a annulé tous ses rendez-vous mercredi soir, ne l'a pas embrassée en la déposant au penthouse et n'a pas répondu à 2 de ses appels jeudi soir, Céleste n'a pas pleuré, ne s'est pas inquiétée, n'a pas passé un 3e appel. Elle a appelé ses propres gens. Vendredi après-midi, 2 heures après que Raph a quitté le domaine de Penn, Céleste est entrée dans le quartier général souterrain sous le sous-sol de Veillot sans appeler à l'avance, sans rendez-vous, sans passer par Sully. Elle connaissait le chemin parce qu'elle était la fiancée du patron, et personne n'oserait arrêter la fille de Monroe à la porte. Ses talons frappaient les escaliers en béton à un rythme régulier et sec, comme le son d'un compte à rebours. Raph était assis derrière le bureau en chaîne quand la porte s'est ouverte. Il a levé les yeux et a vu Céleste se tenir dans l'embrasure de la porte. Manteau de fourrure crème, cheveux blonds relevés en chignon, maquillage impeccable. Mais ses yeux bleus étaient plus froids que d'habitude, froids de la manière de quelqu'un qui avait vu quelque chose et n'avait pas encore décidé comment elle comptait l'utiliser. Elle est entrée, ne s'est pas assise et a posé une enveloppe blanche sur le bureau en chaîne. « Ouvre-la ». Raph a regardé l'enveloppe, a regardé Céleste, puis l'a ouverte.
À l'intérieur, il y avait des photographies. La première, Porte de Montrose, jeudi soir. Prise de loin, mais assez claire. Raph était assis au bord du quai à côté d'une femme aux cheveux foncés dans un manteau fin. Ils étaient assis à un demi-mètre l'un de l'autre, tous deux face au lac. La deuxième, toujours à Port de Montrose, un angle différent, prise quand la femme s'est levée pour partir, son visage de profil, mais toujours reconnaissable. La troisième, devant la boutique Maison Blanche, mercredi après-midi. Deux enfants debout sur le trottoir, zoomés, leurs yeux clairs dans la lumière du soleil d'automne. La quatrième, les mêmes deux enfants, plus proches cette fois, le visage du petit garçon remplissant le cadre, et quiconque regardait cette photographie, puis regardait Raph verrait les mêmes yeux, le même léger froncement de sourcils, la même ligne de mâchoire, seulement en plus petit. Raph a posé les photographies, ni rapidement ni lentement. Il a levé les yeux vers Céleste, et elle le regardait avec ce mince sourire, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux, le genre qu'il avait vu sur le visage de son père dans des négociations où le perdant avait déjà perdu avant même de s'asseoir. « Qui est-elle » a demandé Céleste, sa voix doucement artificielle. « Et de qui sont ses enfants » Raph l'a regardé. À ce moment-là, il aurait pu mentir. Il avait menti toute sa vie. Menti à la police, menti à des partenaires commerciaux. S'était menti à lui-même pendant 6 ans en se disant que Marlo était partie parce qu'elle le voulait. Mais il s'était assis sur ce quai la veille au soir et avait écouté la vérité de la bouche d'une femme qui refusait de mentir pour lui, et il ne voulait plus mentir. Les miens. Un mot. Céleste est restée immobile. Le mince sourire a disparu. Pas de chagrin. Céleste ne l'aimait pas. Et il le savait aussi sûrement qu'elle savait qu'il ne l'aimait pas. Ce mariage n'avait jamais été une question d'amour. C'était une question de territoire, d'accès au port, de lignes d'approvisionnement. Le pouvoir doublait lorsque deux familles fusionnaient. Ce qui a éclaté sur le visage de Céleste, c'était la colère, l'humiliation, la fureur de perdre le contrôle. Elle était la fille de Monreif, promise à un grand mariage et à une alliance indestructible. Et maintenant, elle regardait la preuve que son fiancé avait 2 enfants avec une vendeuse de boutique de robes de mariée. Mon père s'attend à cette alliance, Rafferty. La voix de Céleste a baissé, perdant sa douceur faussement douce et révélant l'acier en dessous. Tout repose sur ce mariage. Les territoires, les chaînes d'approvisionnement, les accords que mon père et le tien ont mis 2 ans à négocier. Tout. Le mariage est annulé, Céleste. Raph l'a dit, et il a été surpris de voir à quel point sa voix était calme, plus calme qu'il ne se sentait, car à l'intérieur de sa poitrine, son cœur battait comme un marteau, mais son visage et sa voix étaient de l'eau calme, la chose que son père lui avait apprise. Et pour une fois, il était reconnaissant de la leçon. Céleste l'a fixé pendant un long moment. 3 secondes, 5, mesurant s'il la testait, si c'était un jeu. Puis elle a compris. Il était sérieux. Et ce qui a changé sur son visage a glacé le sang de Raph, car ce n'était plus de la colère. C'était du calcul. Le genre de calcul qu'il a reconnu immédiatement, parce que c'était le même genre qu'il avait vu sur le visage de son père, sur le visage de son propre père, sur le visage de chaque personne dangereuse avec qui il s'était assis. Ma famille ne se fait pas rejeter, Rafferty. Céleste a prononcé chaque mot clairement, les posant un par un comme des balles chargées dans un chargeur. Mon père entendra parler de ça, de tout, de ton petit secret, de ta petite famille cachée dans une boutique de robes de mariée sur Michigan Avenue. Elle a pris la photographie des enfants, la tenant entre 2 doigts comme on tient une carte à jouer, et a souri à nouveau, plus froidement cette fois, plus vivement. Ces enfants à toi viennent de devenir un levier très intéressant. Elle a reposé la photographie sur le bureau, s'est retournée et est sortie de la pièce. Ses talons ont frappé les escaliers en béton, réguliers, s'éloignant de plus en plus. Raph est resté seul dans le bureau du sous-sol, fixant les 4 photographies étalées sur le bureau. Marlo sur le quai, les 2 enfants sur le trottoir, des yeux dans la lumière du soleil d'automne. 5 minutes plus tôt, Céleste Monreif était sa fiancée. Un arrangement froid, mais qu'il pouvait contrôler. Maintenant, elle était une menace directe pour Marlo, pour Jonah, pour Brie, pour tout ce qu'il venait d'apprendre qu'il avait et qu'il n'avait pas encore eu la chance de protéger. 9 jours. Pendant 9 jours, Raph n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message,
n'est pas passé devant la boutique de robes de mariée, n'a rien fait d'autre qu'attendre parce qu'elle lui avait dit de ne pas appeler. Et cette fois, il a obéi. Pendant 9 jours, il a transporté le livre sur le système solaire que personne ne lui avait jamais prêté, l'a posé sur le bureau en chaîne du quartier général souterrain, l'a ouvert et a lu au milieu des réunions. Et Sully regardait le patron de Chicago tourner les pages d'un livre pour enfants avec un Saturne de dessin animé portant un chapeau et n'osait pas poser de questions. Pendant 9 jours, Raph a relu les résultats de recherche de cette nuit dans le bureau sombre, mémorisant chaque ligne. Mettez-vous à leur niveau. Ne forcez pas. Laissez-les venir à vous. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Le matin du 10e jour, son téléphone a vibré. Marlowe, Lincoln Park, samedi, 10 heures. Mes règles. Sa voix était courte, nette, dépouillée de tout mot inutile. Lieu public, je suis là tout le temps. Pas de cadeaux, pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'y serai. J'ai entendu parler de la fille à Monreef. Un court silence. Puis Marlowe a continué, sa voix plus dure maintenant. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. J'appelle parce que Brie a demandé de tes nouvelles 3 fois cette semaine et que Jonah a arrêté de dormir toute la nuit. Elle a raccroché. Raph a fixé l'écran qui s'éteignait et a senti sa poitrine se contracter et se relâcher en même temps. Samedi, 10 heures. Raph est arrivé tôt à Lincoln Park, portant un jean et un pull pour la première fois de sa vie à l'extérieur. La première fois sans costume, sans chemise habillée, sans chaussures en cuir. Il s'était tenu devant le miroir de son penthouse ce matin-là et s'était à peine reconnu. L'homme dans le miroir avait l'air ordinaire, ressemblait à un père ordinaire allant au parc un samedi matin, et Raph ne savait pas si cela l'effrayait ou apaisait quelque chose en lui. Sully s'est garé à 2 rues de là et n'a pas suivi. Mais Raph savait qu'il avait déjà envoyé des hommes pour inspecter la zone à partir de 6 heures ce matin-là, vérifiant chaque coin, chaque sortie, chaque voiture qui était restée trop longtemps au même endroit. Après ce qui s'était passé avec Céleste, Raph ne prenait aucun risque. Marlowe se tenait à l'extérieur de la porte sud du parc, les cheveux lâchés, une vieille veste en jean sur le dos, un gobelet en papier de café à la main. Les 2 enfants se tenaient à côté d'elle. Bria se cachait derrière la jambe de sa mère, la moitié de son visage dépassant, les yeux se tournant vers Raph avec une curiosité maintenant mêlée de timidité. Plus prudente qu'elle ne l'avait été sur le trottoir, car cette fois-là, elle ne savait pas qui il était, et maintenant sa mère lui avait dit quelque chose, et la curiosité s'était mêlée à la prudence. Jonah se tenait droit, ne se cachant pas, tenant son livre contre sa poitrine comme un bouclier, les yeux sur Raph calmes et mesurés. Ce regard bien trop vieux pour 5 ans. Le même regard que Raph avait vu la première fois devant la voiture. Et cela lui faisait encore mal à la poitrine maintenant qu'il le revoyait. Raph s'est arrêté à 3 mètres de distance. Il ne s'est pas approché davantage. Laissez-les venir à vous. Marlowe l'a regardé, a remarqué la distance qu'il gardait, et quelque chose dans ses yeux a légèrement changé. Pas de la confiance, mais la reconnaissance qu'il essayait. Elle s'est accroupie à la hauteur des enfants. Une main sur l'épaule de Brie, une main sur celle de Jonah, et sa voix s'est adoucie, s'est réchauffée, est devenue la voix qu'elle n'utilisait que pour eux, une voix que Raph n'avait jamais été autorisé à entendre auparavant. Vous vous souvenez de l'homme de la boutique de robes de mariée avec la grande voiture? Briere a hoché la tête, toujours à moitié cachée. Jonah n'a pas hoché la tête. Il a seulement regardé. Il s'appelle Raph. Il est... Marlowe s'est arrêté, a dégluti difficilement, et Raph l'a vu rassembler chaque parcelle de courage pour les 3 mots suivants. 3 mots qu'elle y avait retenus pendant 6 ans. 3 mots qu'elle n'avait jamais cru dire jusqu'au moment où elle les a dit. Il est votre papa. Silence. Brielle s'est éloigné de la jambe de sa mère, a penché la tête, et Chastain, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, et Raph a vu le moment exact où cette vérité est tombée dans son esprit, est tombée lentement, lourdement, puis a illuminé son petit visage de l'intérieur. Pour de vrai, un vrai papa, comme le papa d'Emma qui vient la chercher à l'école. Pour de vrai, mon bébé, a dit Marlowe, et sa voix a tremblé. Jonah n'a rien dit. Il a regardé Raph, a regardé sa mère, a de nouveau regardé Raph. Ses yeux se déplaçaient entre les 2 adultes, lisant, mesurant, traitant,
et Raph a réalisé que le garçon faisait exactement ce que lui-même ferait dans une salle de négociation, pesant la menace, décidant de la confiance à accorder. Puis Jonah a posé sa question. Sa voix était douce et claire, mais elle a atterri avec le poids d'une pierre jetée dans une eau calme. « Est-ce que tu vas encore faire pleurer, maman? » Raph a senti la question frapper le centre de sa poitrine comme une balle. Aucun gilet pare-balles ne pouvait l'arrêter, car son fils de 5 ans ne demandait pas pourquoi son père n'était jamais venu. Ne demandait pas où il avait été pendant 6 ans. Ne posait aucune des questions auxquelles Raph s'était préparé à répondre. Le garçon demandait s'il allait encore faire pleurer sa mère, parce que c'était la seule chose qui comptait pour Jonah. Protéger sa mère, l'empêcher de se briser. Le travail qu'il avait en quelque sorte pris sur lui à un âge où aucun enfant ne devrait avoir à porter quoi que ce soit. Raph s'est agenouillé lentement, pas d'un coup, laissant ses genoux toucher l'herbe, laissant ses yeux se mettre au niveau de ceux de Jonah, de ceux de Briere, et il a regardé son fils avec des yeux exactement comme les siens, et a dit lentement, clairement, chaque mot un vœu qu'il savait qu'il mourrait dans le tenant. Non, je vais essayer très, très fort de ne plus jamais la faire pleurer. Jonah l'a regardé pendant un long moment, le lisant, et Raph a laissé le garçon le lire. Ne s'est pas caché, n'a pas mis de masque. Pour la première fois de sa vie, laissant un autre être humain regarder droit en lui sans rien pour se protéger. Puis Jonah a hoché la tête. Un petit hochement de tête, lent, prudent. Pas de course dans ses bras. Pas de sourire, juste un hochement de tête. Une acceptation conditionnelle. C'était suffisant. Briere, d'un autre côté, n'a pas attendu une seconde de plus. Elle a lâché la jambe de sa mère, a couru les 3 petits pas jusqu'à l'endroit où Raph était agenouillé et attrapé sa main avec ses minuscules doigts tachés de crayon et a tiré avec une force surprenante pour une enfant de 5 ans. « Tu aimes les balançoires? Je peux aller très haut, plus haut que Jonah. Il n'aime pas les balançoires parce qu'il dit que ça l'empêche de lire. Mais moi, j'adore ça. Viens, papa, viens. » Briere a tiré Raph à travers l'herbe vers les balançoires, sa petite main enroulée fermement autour de 2 de ses doigts, et elle parlait sans s'arrêter, sans même faire de pause pour respirer, comme si 5 ans de silence sans père s'étaient accumulés en un énorme barrage. Et maintenant, quelqu'un avait enfin ouvert la porte. Elle lui a parlé de l'école, de son enseignante, Mademoiselle Patterson, qui portait toujours des lunettes rouges, d'Emma, sa meilleure amie, qui partageait ses biscuits en 2 au déjeuner, du chat tigré des voisins nommé Biscuit, qui s'asseyait à la fenêtre et à qui Briere faisait un signe de la main tous les matins en allant à l'école. Elle lui a dit que le jaune était sa couleur préférée pour donner vie au soleil, parce que le jaune était la couleur du soleil, et de la chanson que maman chantait avant de dormir, celle que Briere connaissait par cœur. Mais Jonah non, parce que Jonah disait qu'il aimait plus écouter que chanter. Raph a écouté. Il a écouté chaque mot. N'a pas interrompu, n'a pas demandé, et juste écouté. Et chaque petite information qu'elle jetait dans l'air était une autre pièce des 5 années qu'il avait perdues. Chaque nom qu'elle mentionnait était quelqu'un dans le monde de sa fille dont il n'avait jamais su l'existence jusqu'à ce matin. Elle est montée sur la balançoire. Raph lui a donné une légère poussée, et Briere s'est envolé en avant, est revenu en arrière et s'est envolé à nouveau, riant à gorge déployée, ses jambes donnant des coups de pied dans le vent, ses cheveux flottant derrière elle. Et chaque fois que la balançoire montait plus haut, elle criait « Plus haut, papa! Plus haut! » Et le mot « papa » sortait de sa bouche aussi naturellement que la respiration, comme s'il avait toujours été là, attendant d'être prononcé. Jonah n'est pas allé au balançoire. Il s'est assis sur un banc en bois à proximité avec son livre ouvert sur ses genoux, lisant ou faisant semblant de lire, car toutes les 2 ou 3 minutes, ses yeux quittaient la page et se tournaient vers Raph, vérifiant, mesurant comme un garde sur une tour de guet, s'assurant que cet homme étrange ne faisait rien de mal, ne faisait pas pleurer maman, ne disparaissait pas. Marlo était assise sur un banc en pierre plus loin, les 2 mains enroulées autour de son gobelet de café en papier, les regardant tous les 3. Elle ne souriait pas, mais elle ne l'arrêtait pas non plus. Et Raph savait que pour Marlo, ne pas l'arrêter était déjà beaucoup. Après que Briere se soit lassée des balançoires, elle a traîné Raph par terre et a sorti de son petit sac à dos un épais bloc de papier avec une couverture rigide et des coins recourbés,
lourde couche de cire colorée, son carnet de croquis de merveille. Elle a tourné les pages une par une pour lui montrer, et chaque page était un petit monde de cire colorée. Maman avec des cheveux bruns, Jonah lisant, Biscuit le chat, la glace à la fraise, un soleil jaune, un arc-en-ciel. Puis elle s'est arrêtée sur une page près de la fin. Sa petite main tenait le bord du papier, hésitante maintenant. Et pour la première fois depuis sa rencontre avec Raph, elle s'est tue. Le dessin était simple. 4 personnes. Une silhouette moyenne avec des cheveux bruns au milieu. 2 petites de chaque côté se tenant de la main. Et une grande silhouette sur le bord de ce moment dessinée au crayon noir sans visage de moi. Un espace ovale vide au-dessus du cou où les yeux, le nez et la bouche auraient dû être. Mais il n'y avait que du papier blanc. C'est le dessin de papa, a dit Briey, sa voix plus petite qu'elle ne l'avait été toute la matinée. Je ne savais pas à quoi ressemblait ton visage. Maman n'a pas de photo. J'ai demandé, mais elle a dit qu'elle n'en avait pas. Alors je t'ai juste dessiné grand parce que je pensais que tu serais peut-être grand. Silence. Le vent a soufflé sur l'herbe, agitant les balançoires vides, et Raph a regardé le dessin au crayon, a regardé l'endroit vide où son visage aurait dû être, et a senti quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se briser lentement, sans bruit, sans drame, simplement se briser, comme de la glace qui fond. Puis Briey a levé les yeux, ses yeux s'illuminant, et a dit « Mais je peux le dessiner maintenant. » Raph n'osait pas parler de peur que sa voix ne se brise. Alors il a seulement hoché la tête et a souri ou a essayé de sourire. Et Briey s'était déjà précipité pour chercher de nouveaux crayons dans son sac à dos. Il s'est levé et s'est approché de Jonah. Le garçon n'a pas levé les yeux quand Raph s'est assis à côté de lui, a gardé les yeux sur la page. Mais Raph a remarqué qu'il n'avait pas tourné cette page depuis 5 minutes, ce qui signifiait qu'il ne lisait pas. Il écoutait, regardait avec ses oreilles au lieu de ses yeux. Raph a regardé la couverture. Le système solaire, un livre plus épais que la plupart des enfants de cet âge, ne porterait plein d'images, mais aussi plein de mots, avec plusieurs coins de pages pliés comme des marqueurs. « Quelle planète aimes-tu le plus ?» a demandé Raph doucement, sans insister. Jonah n'a pas répondu tout de suite. Il y a réfléchi sérieusement pendant un long moment. De la manière dont quelqu'un réfléchit quand il respecte trop une question pour y répondre à la légère. 10 secondes, 15. Raph a attendu et ne l'a pas pressé, car il apprenait à attendre son fils. Et le temps de Jonah n'était pas le temps d'une salle de négociation. « Saturne », a dit Jonah enfin, les yeux toujours sur le livre, mais sa voix claire, parce qu'on dirait qu'elle porte un chapeau. Puis le garçon a rapidement levé les yeux vers Raph, comme pour vérifier la réaction, prêt à se rétracter si l'adulte se moquait de lui ou l'ignorait. Et Raph a ri. Pas un rire poli, pas le genre contrôlé qu'il utilisait dans les salles de réunion, mais un rire qui a éclaté de sa poitrine sans avertissement. Réel, chaleureux, assez inattendu pour le surprendre lui-même. Jonah l'a regardé, les yeux grands ouverts, et pour la première fois, quelque chose a changé sur ce visage qui avait toujours été trop sérieux. Une lueur de surprise, comme si le garçon n'avait jamais imaginé que son père savait rire. Parce que père n'avait été que l'ombre grande et sans visage dans le dessin de Briey. Et les ombres ne riment pas. Ils sont restés assis côte à côte pendant 10 minutes de plus. Jonah tournait les pages pour montrer à Raph les anneaux de Saturne, expliquant que les anneaux étaient faits de glace et de roche. Sa voix avait une gravité professionnelle, comme s'il présentait un rapport de recherche. Et Raph écoutait, hochait la tête, posait plus de questions, laissait Jonah parler, parce que chaque mot que le garçon offrait était une autre petite brique dans le pont qui se construisait entre eux. Quand il a été temps de partir, Marlowe se tenait près de la porte du parc, attendant. Briey a couru et s'est enroulé autour de la jambe de Raph, le serrant fort, puis a lâché et a couru vers sa mère. Jonah est venu plus lentement. Il s'est arrêté devant Raph, a levé les yeux, puis a fait quelque chose auquel Raph ne s'était pas préparé. Il a glissé le livre sur le système solaire de sous son bras et l'a placé soigneusement dans les mains de Raph, comme s'il lui remettait quelque chose de précieux. « Tu peux l'emprunter, comme ça tu connaîtras Saturne. » Puis il s'est retourné et a couru après sa mère, son petit sac à dos rebondissant contre son dos, sans regarder par-dessus son épaule. Raph est resté là, à la porte de Lincoln Park, la lumière du soleil d'octobre tombant en biais sur l'herbe, un mince livre pour enfants dans les mains,
Et il pesait plus que n'importe quel contrat, n'importe quel accord, n'importe quel serment de loyauté qu'il avait jamais reçu en 12 ans de pouvoir. Une semaine plus tard, mercredi après-midi, 5h45, 15 minutes avant la fermeture, Marlowe rangeait les cabines d'essayage. Elle raccrochait les robes que les clientes avaient essayées cet après-midi, vérifiait les boutons, lissait la dentelle, le travail familier que ses mains faisaient automatiquement pendant que son esprit était encore au samedi matin à Lincoln Park. À la façon dont Briey avait dit papa, aussi naturellement que la respiration, au petit hochement de tête de Jonah, à Raph agenouillé dans l'herbe avec les yeux grands ouverts et rien de caché en eux. La cloche au-dessus de la porte a sonné. Marlowe s'est avancé vers le comptoir, la salutation habituelle déjà sur le bout de la langue, mais elle est morte là au moment où elle a vu qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Céleste Monreff, seule. Pas d'échantillon de robe, pas de catalogue, aucune trace d'intention d'achat sur son visage. Céleste portait un long manteau noir, ses cheveux blonds lâchés, et elle est entrée dans la boutique avec l'assurance d'une femme qui croyait posséder chaque pièce dans laquelle elle entrait. Elle a regardé autour d'elle lentement, comme si elle évaluait un bien immobilier, puis a laissé ses yeux se poser sur Marlowe. « Je ne suis pas ici pour une robe. » La voix de Céleste était légère, courtoise. Le genre de courtoisie que Marlowe a reconnu instantanément, car elle avait entendu cette voix une fois auparavant, 6 ans plus tôt, dans le bureau de Penconqued, quand il avait versé du thé et posé l'enveloppe de photographies sur la table. La voix de quelqu'un sur le point de ruiner une vie tout en gardant le sourire. « Toi et tes enfants, vous allez de nouveau quitter Chicago, discrètement, comme vous l'avez fait il y a 6 ans. Et cette fois, vous allez rester partis. » Marlowe sentit le sang lui monter aux oreilles. Elle pouvait entendre son propre rythme cardiaque dans sa tête, mais elle n'a pas reculé, n'a pas tremblé, car 6 ans lui avaient appris que trembler était un luxe qu'une mère célibataire n'avait pas le droit de s'offrir. « Sortez de ma boutique. » « Ta boutique ?» Céleste sourit et a laissé son regard parcourir une fois de plus la pièce. « C'est charmant, vraiment, toute cette vie que tu as construite. Vendre des robes que tu ne peux pas te permettre d'acheter. Élever 2 enfants avec un salaire minimum. Prétendre que tu es invisible. C'est très courageux, mais le courage ne te protégera pas de ma famille. » Céleste a fait un autre pas dans la boutique, ses talons frappant le plancher en bois. « Mon père contrôle la moitié des ports de la côte Est. Il a des juges. Il a des sénateurs. Il a des gens dans des agences dont tu n'as même jamais entendu parler. Un coup de fil, Marlowe. C'est tout ce qu'il faut. Un coup de fil et ton visa de travail est signalé. Ton propriétaire reçoit une visite. L'école de tes enfants reçoit un tuyau anonyme sur une mère indigne. » Chaque mot était placé avec précision, mesuré comme le coup d'une lame chirurgicale. Céleste ne criait pas, ne faisait pas de menaces bruyantes. Elle chuchotait, et les chuchotements sont toujours plus effrayants. « Maman !» La voix de Briey est venue de l'arrière-boutique, petite et endormie. La petite fille venait de se réveiller sur le canapé où les enfants attendaient habituellement pendant que leur mère fermait la boutique. Marlowe a agi vite. Sans réfléchir, pur instinct, elle s'est avancée vers l'embrasure de la porte de l'arrière-boutique et a mis son corps entre Céleste et le cadre de la porte où se tenait sa fille, bloquant complètement la ligne de vue. Son dos était droit, ses épaules ouvertes, les 2 bras le long du corps, mais ses mains étaient serrées en poing. 6 ans seuls avaient transformé Marlowe en beaucoup de choses. Mais avant tout, par-dessus tout, elle était une mère. Et personne, ni la mafia, ni les milliardaires, ni la file d'aucun parrain du crime, n'était autorisé à se tenir entre elle et ses enfants. « Partez maintenant !» La voix de Marlowe était basse, égale, sans un tremblement. Céleste l'a regardé, l'a lu, et le sourire n'a jamais disparu. Elle n'avait pas peur de Marlowe. Elle n'en avait pas besoin, car son arme n'était pas un poing. C'était un appel téléphonique. 72 heures, Marlowe. Ensuite, les choses deviennent désagréables. Céleste s'est retournée et s'est dirigée vers la porte, ses talons frappant le plancher en bois à un rythme régulier. La cloche au-dessus de la porte vitrée a tremblé doucement en se refermant derrière elle. Marlowe est restée là, au milieu de la boutique de robes de mariée vide, les poings serrés, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Et de l'arrière-boutique, Briey a de nouveau appelé « Maman, j'ai soif » de la voix ordinaire d'une enfant qui ne savait rien.
Sully a appelé Raph 30 minutes plus tard avec des nouvelles encore pires. Penn avait contacté la famille Monreef. Céleste n'avait pas agi seule. Elle avait parlé des enfants à son père. Et maintenant, le parrain Monreef voyait les fiançailles rompues non seulement comme une insulte, mais comme la preuve que Raph avait trompé sa famille depuis le début. Territoire, port, ligne d'approvisionnement, tout était sur la table et tout tremblait. Mais l'appel qui a tout changé pour Raph n'est pas venu de Sully. Il est venu de Marlowe à 9 heures ce soir-là. Et sa voix n'était pas paniquée, ne pleurait pas, ne demandait pas d'aide. Sa voix était en colère. Une colère propre, une colère vive, la colère de quelqu'un qui avait assez enduré. Ton monde vient d'entrer dans ma boutique et de menacer mes enfants. Marlowe, Tais-toi, je n'ai pas fini. Silence à l'autre bout du fil. Raph est resté silencieux. Règle ça. Pas pour moi. J'ai survécu 6 ans sans toi et je survivrai 60 de plus s'il le faut. Règle ça parce que c'est ton bazar, Rafferty. Ta fiancée, ton père, ton monde. Il s'est déversé dans le mien. Il s'est déversé dans leur monde. Tu dois à Jonah et Briere un monde où personne ne se présente au travail de leur mère et ne menace de détruire tout ce que j'ai construit pour eux. Alors, règle ça. Elle a raccroché. Elle n'a pas attendu de promesses, n'a pas attendu de plan, n'a pas attendu qu'ils disent « je le ferai » ou « je suis désolé » ou tout autre mot. Elle a raccroché parce qu'elle n'avait pas besoin d'un héros. Elle avait besoin qu'il nettoie les débris qui lui appartenaient. Marlowe a verrouillé la porte de l'appartement au 3e étage pour la première fois à 7 heures ce soir-là. Après avoir donné aux enfants des macaronis au fromage, la seule chose qu'elle pouvait cuisiner avec des mains assez stables pour ne pas renverser la casserole, elle a vérifié la serrure une 2e fois à 7h30, après avoir donné son bain à Bria. La 3e fois est venue à 8 heures après avoir lu une histoire aux enfants. Et cette fois, elle est restée plus longtemps à la porte, une main posée sur le pain dormant, écoutant les bruits de pas dans l'escalier, les portes se fermant en bas, les voitures dans la rue, séparant chaque son comme un soldat sépare un tir lointain de quelque chose de proche. Brier n'a rien remarqué d'inhabituel. Elle était assise par terre dans le salon, dessinant une nouvelle image, le dessin de papa avec un visage cette fois, celui qu'elle avait promis, sa langue coincée entre ses lèvres en concentration, un crayon de cire gris-bleu à la main, alors qu'elle essayait de faire correspondre exactement la couleur de ses yeux. « Maman, on peut aller au parc demain? Je veux montrer à papa mon nouveau dessin. »« Pas aujourd'hui, mon bébé. Mais demain, on verra. » Brier a accepté cela et est retourné à son dessin. Mais Jonah ne dessinait pas. Il était assis sur le canapé avec un livre sur ses genoux. Mais ses yeux ne quittaient jamais sa mère. Il a regardé Marlowe vérifier la serrure pour la 3e fois. A regardé sa main reposée sur le pain. A regardé la façon dont elle penchait la tête pour écouter vers l'escalier. Et dans ses yeux, il y avait une compréhension silencieuse. Le genre de compréhension qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait jamais avoir. Puis Jonah a fait quelque chose qui a serré la poitrine de Marlowe jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Il a glissé du canapé, s'est dirigé vers le coin cuisine, a tiré la petite chaise en bois sur laquelle il s'asseyait habituellement pour le petit déjeuner, l'a traîné à travers le sol jusqu'à la porte d'entrée, l'a tourné pour faire face à l'entrée, et s'est monté dessus, a serré son livre contre sa poitrine et a fixé la porte verrouillée comme s'il montait la garde. 5 ans, assis sur une chaise en bois près de la porte, tenant un livre sur les dinosaures et les créatures préhistoriques, gardant la porte pour sa mère. Personne ne lui a dit de le faire. Personne ne lui a appris. Il l'a appris tout seul, tout comme il avait appris à lire à 4 ans, tout comme il avait appris à ne pas poser de questions quand sa mère pleurait, appris à rester tranquille quand elle avait peur, appris à devenir le seul protecteur qu'elle avait dans un monde qu'elle avait des raisons de craindre. Marlowe a regardé son fils assis là et a eu envie de pleurer, mais elle ne l'a pas fait parce que Jonah la regardait. Et si elle pleurait, il penserait qu'il n'avait pas assez bien gardé. Elle s'est approchée, a embrassé le sommet de sa tête et a dit « Au lit, mon cœur ». Et Jonah n'a pas protesté. Il a glissé de la chaise, mais il a regardé la porte une dernière fois avant d'aller dans la chambre, comme pour s'assurer qu'elle était toujours verrouillée. 9 heures, les enfants dormaient. Brier était recroquevillé, tenant son ours en peluche usée, le nouveau dessin de papa à côté de son oreiller. Jonah était allongé sur le dos avec un livre sur sa poitrine,
son visage ne lâchant le fardeau qu'il portait pendant la journée qu'une fois que le sommeil l'a finalement emporté. Marlowe était assise seule à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidie dans les mains. L'appartement était calme, rompu seulement par le faible bourdonnement du réfrigérateur, les bruits épars de la circulation à l'extérieur et la respiration régulière de ses enfants venant de la porte de la chambre à moitié ouverte. Elle ne savait pas où était Raph. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. Elle ne savait pas ce que régler ça signifiait dans son monde. Le monde qu'elle avait fui 6 ans plus tôt parce qu'il avalait les gens ordinaires tout entiers. Elle devait seulement attendre. Et là, dans cette petite cuisine du 3e étage, avec la lumière des lampadaires tombant à travers les rideaux en bord sur le mur, Marlowe Ashford a fermé les yeux, a enroulé ses 2 mains autour de son thé froid, et pour la première fois en 6 ans, elle a prié pour qu'un homme portant le nom de Kincaid rentre sain et sauf. 6 jours plus tard, à 10 heures un mardi soir, on a frappé à la porte de l'appartement du 3e étage. Doucement, 3 coups espacés régulièrement, ni urgents, ni hésitants. Marlowe s'est levée de la table de la cuisine où elle s'était assise tous les soirs depuis 6 jours à attendre, s'est dirigée vers la porte, a regardé par le Judas et a vu Raph. Elle a ouvert la porte et la première chose qu'elle a vue n'était pas ses yeux, n'était pas son visage, mais sa main droite. Des bandages blancs enroulés fermement autour de sa main et de son poignet. Pas propre, avec une tache rouge foncée sointante autour de ses doigts et sur sa paume. Le rouge virait au brun sur les bords, mais était encore frais au milieu, ce qui signifiait que la blessure saignait encore. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, dans une chemise froissée, le col tiré de travers d'un côté. Pas de costume, pas de manteau, même si la nuit d'octobre était froide. Les ombres sous ses yeux étaient si profondes qu'elles semblaient meurtries, et il était plus mince qu'il ne l'avait été 2 semaines plus tôt à Lincoln Park. Ses pommettes plus saillantes, sa mâchoire plus prononcée, comme si les 6 derniers jours avaient sculpté des morceaux de lui de l'intérieur. Mais ses yeux étaient brillants, fatigués, mais brillants. Le genre de brillance qu'un homme porte après avoir traversé une tempête et sachant qu'il est toujours debout. « C'est fait », a demandé Marlowe, sa voix dépourvue d'émotion. Mais ses yeux se sont posés sur le sang brunâtre, suintant à travers le bandage blanc, plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. « Le coup de tenir une promesse », a dit Raph sans sourire, sans jouer la comédie. Seulement la vérité dans la voix rauque d'un homme qui n'avait pas assez dormi depuis près de 2 semaines. Marlowe ne l'a pas invitée à entrer. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, une main tenant toujours la porte ouverte, juste assez large pour une personne, et a attendu. Raph a compris. Elle avait besoin de savoir avant de le laisser franchir un seuil. « Mon père a été déchu de son pouvoir », a-t-il dit, la voix basse, car les enfants dormaient à l'intérieur et les murs d'un appartement du 3e étage étaient fins. Les capots ont voté. Il a été mis à la retraite dans son domaine en banlieue. Il vit toujours confortablement, mais sans autorité, sans homme, sans influence. C'est fait, il a marqué une pause. Mon reef est renégocié. Pas avec un mariage, mais avec du territoire. J'ai cédé le West Side environ 30% de ce que j'avais. Des ports, des routes maritimes, quelques restaurants, assez pour que mon reef sauve la face et assez pour que Céleste accepte un nouvel arrangement au lieu d'un mariage. Et ta main? Tout le monde n'était pas d'accord avec le vote. Raph a baissé les yeux sur le bandage. Un des capots, toujours fidèle à mon père, a réagi. Il y a eu une bagarre, courte mais pas propre. Sully a été éraflé à l'épaule. Il va bien. Ma main a traversé du verre brisé. Des gens ont été blessés, a dit Marlowe, non pas comme une question. Des gens sont toujours blessés dans mon monde. Raph l'a regardé. La différence, c'est que cette fois, j'ai pu choisir pour qui je me battais. Silence. De l'intérieur de l'appartement venait le faible bourdonnement du réfrigérateur et le son régulier de la respiration des enfants flottait à travers la porte de la chambre à moitié ouverte. Raph a regardé vers cette porte et Marlowe l'a vu regarder, a vu la façon dont ses yeux ont changé quand ils se sont tournés vers le son de la respiration de ses enfants. Plus doux maintenant, plus brillant maintenant, complètement différent de l'homme qui venait de parler d'une voix plate de la destitution de son père et de la cession de 30% de son empire. Elle a reculé, elle n'a rien dit, a seulement reculé,
Et Raph a compris que c'était l'invitation et il a franchi le seuil du petit appartement pour la première fois. Des murs étroits jaune pâle avec de la peinture qui s'écaillait dans les coins, une minuscule cuisine ouverte sur le salon, une petite table avec 2 chaises, un vieux canapé avec des marques de crayon sur la coudoir. Les dessins de Briey couvraient le réfrigérateur, tenu par des aimants. Une petite bibliothèque se tenait dans le coin, pleine à craquer, principalement de livres pour enfants, mais avec quelques romans plus épais sur l'étagère du haut que Marlowe lisait après que les enfants se soient endormis. Il s'est approché de la porte de la chambre et s'est arrêté. Elle était entr'ouverte, la douce lumière d'une veilleuse en forme d'étoile s'en échappant, projetant de minuscules points de lumière sur le plafond du couloir. Il a regardé à l'intérieur. Un petit lit partagé avec des draps imprimés de nuages et d'arcs-en-ciel. Brillé recroquevillé sur le côté gauche, serrant un ours en peluche usé avec le rembourrage aplati d'un côté, ses cheveux étalés sur l'oreiller, sa bouche légèrement ouverte. Le dessin de papa, avec un visage qu'elle avait fait au parc, se tenait sur la table de chevet, appuyé contre le mur comme les photos de famille encadrées que d'autres maisons accrocheraient. Jonah était allongé sur le dos du côté droit, une main reposant toujours sur un livre même dans son sommeil. Le livre sur les dinosaures et les créatures préhistoriques qu'il venait d'emprunter à la bibliothèque. Un petit doigt glissé entre les pages pour marquer sa place. La lampe en forme d'étoile tournait lentement sur le plafond, dispersant de minuscules éclats de lumière sur les murs. Les draps, les visages des 2 enfants endormis. Et Raph se tenait là, regardant le monde que Marlowe avait construit en 6 ans. Ce monde si petit, si imparfait, des draps arc-en-ciel et un ours en peluche aplati. Et c'était plus beau que n'importe quel penthouse, n'importe quel domaine, n'importe quel quartier général qu'il avait jamais possédé. Marlowe se tenait derrière lui, appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés sur sa poitrine. C'est leur monde. Petit, pas parfait, mais sûr. Raph ne s'est pas retourné. Il a regardé l'étoile tourner au plafond, a regardé la lumière tomber sur le visage de Jonah, sur les cheveux de Briey, et a dit si doucement que Marlowe a dû se pencher en avant pour l'entendre clairement. Je vais m'assurer qu'il le reste. Silence. Puis Raph a de nouveau parlé, toujours sans se retourner, parce que cette phrase n'était pas pour Marlowe. C'était pour les 2 enfants qui dormaient à l'intérieur et qui n'avaient aucune idée que leur père se tenait dans l'embrasure de la porte. Mon père, avant qu'il ne l'emmène, a dit que j'avais peint une cible sur leur dos, que chaque ennemi que j'ai visera la chose que j'aime le plus. Il a marqué une pause. Je lui ai dit que je m'assurerais qu'ils ont plus peur de moi qu'ils n'ont peur de lui. Marlowe a regardé son dos, a regardé le bandage blanc taché de sang, a regardé le col tordu de sa chemise, a regardé l'homme qui avait perdu 30% de son empire et versé du sang pour tenir sa promesse. Et elle a pensé à 6 ans de fuite, au carton glissé dans les semelles de ses chaussures, à Jonah traînant une chaise jusqu'à la porte pour monter la garde, à chaque nuit où elle s'était assise seule à cette table de cuisine, se demandant si la vie serait un jour moins lourde. Elle l'a regardé pendant un long moment, puis elle a ouvert la porte de l'appartement plus grand. Elle n'a pas dit « entre », elle n'a pas dit « reste », elle n'a rien dit du tout. Elle a seulement ouvert la porte plus grand et c'était suffisant. Le samedi après-midi suivant, Raph s'est garé à une rue de l'école maternelle de Lakeview et s'est dirigé vers la grille. C'était la première fois qu'il venait chercher les enfants seuls, sans Marlowe à ses côtés, sans filet de sécurité. Juste lui et la carte de sortie que Marlowe avait enregistrée à l'école la semaine précédente. Il se tenait parmi les autres mères et pères, un jean et un pull étant maintenant son uniforme habituel du samedi, et se sentait étrange d'une manière qu'aucune négociation, aucune bagarre ne l'avait jamais fait se sentir. Étrange parce que c'était ordinaire. Parce qu'il faisait la queue pour aller chercher ses enfants après l'école comme un père ordinaire. Et cette banalité valait plus que tout ce qu'il avait jamais possédé. La cloche de l'école a sonné, les portes se sont ouvertes, les enfants se sont déversés comme une volée de moineaux, des sacs à dos rebondissant sur leurs épaules, des chaussures poussiéreuses de salle, des rires et des cris pour maman et papa et mamie et papy remplissant la cour. Raph se tenait à la grille, cherchant, et son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait en face d'un ennemi, parce que ce n'était pas une salle de négociation. C'était quelque chose de réel, quelque chose d'important, quelque chose qu'il n'avait pas le droit de gâcher. Puis il l'a entendu. « Papa! »
Brier est arrivé en courant à travers la foule d'enfants, ses couettes volant, son sac à dos rose se balançant, son visage rayonnant de joie, et elle s'est jetée directement sur les jambes de Raph, le serrant si fort qu'il a dû reculer d'un pas pour garder l'équilibre. Elle a levé son visage vers lui. Il lui manquait maintenant 2 dents de lait au lieu d'une, et a souri si largement que Raph a pensé que son cœur ne pourrait pas contenir plus que ce qu'il contenait déjà. Mais il l'a fait. Il a continué à s'étirer, à faire de la place. Papa, regarde. Regarde ce que j'ai fait. Brier a sorti une feuille de papier de son sac à dos, avec précaution, comme si elle sortait d'un trésor. Un dessin au crayon. 4 personnes comme l'ancien, mais différents d'une manière. La grande silhouette sur le bord avait un visage cette fois. Des yeux colorés avec 2 crayons mélangés, gris et bleu. Elle avait essayé de faire correspondre exactement la nuance, et le résultat n'était pas précis. Mais c'était parfait de la manière dont seul le dessin d'une enfant de 5 ans peut être parfait. Un nez, un peu de travers, une bouche courbée en un sourire. Papa avait un visage. Papa savait sourire. Raph a pris le dessin dans sa main et l'a regardé pendant un long moment. Si longtemps que Brier a légèrement tiré sur sa main et a demandé « Tu aimes ?» et il a dû déglutir 2 fois avant de pouvoir dire « Je l'adore » sans que sa voix ne se brise. Jonah est sorti derrière elle plus lentement. Un nouveau livre sous le bras, son sac à dos bleu marine sur les épaules. Il s'est arrêté devant Raph, a levé les yeux et a hoché la tête. Un hochement de tête comme celui de Lincoln Park, mais différent. Parce que cette fois, il y avait l'ombre d'un sourire au coin de la bouche du garçon, si léger qu'il était presque invisible. Mais Raph l'a vu, parce qu'il avait appris à lire Jonah comme un homme lit la page la plus importante de sa vie. Chaque marque, chaque pause, chaque silence. Brier a sautillé sur place et a tiré la main de Raph. On peut aller à la librairie. Jonah veut le livre sur les dinosaures. Il en parle toute la semaine. Jonah a regardé sa sœur avec la patience d'un grand frère déjà habitué à supporter l'exagération. C'est sur les fossiles et la paléontologie, a-t-il dit solennellement. Pas juste de gros lézards. Il y a une grande différence, Brier. Raph a regardé son fils, a regardé sa fille, a regardé le dessin au crayon dans sa main, où papa savait sourire, et a dit « Alors, direction la librairie ». La petite librairie se trouvait à 2 rues de l'école maternelle. Le genre d'endroit familial avec des carillons à la porte et une odeur de vieux papier mêlée à celle du café. Des étagères en bois pas tout à fait droites, des planches qui craquaient sous les pieds et une propriétaire aux cheveux argentés assise derrière le comptoir, lisant un livre sans lever les yeux quand les clientes entraient. Brier est entrée la première, les carillons cliquetant, et s'est dirigée directement vers les livres de coloriage et les livres d'images dans le coin gauche, où se trouvait le pouf violet. Un pouf qu'elle avait clairement utilisé de nombreuses fois auparavant, car elle s'est jetée dessus comme un enfant se jette sur son propre lit. Jonah est entré plus lentement, avec un but, s'est tourné à droite vers les étagères de sciences et de nature, et a laissé ses doigts glisser le long des dos des livres comme des hommes adultes parcourant des index de fichiers. S'arrêtant, sortant un livre, vérifiant la table des matières, le remettant, en prenant un autre. Raph a suivi Jonah et s'est tenu à côté de lui, ne disant rien, regardant seulement son fils choisir des livres avec le sérieux que d'autres enfants de 5 ans réservent au choix de la glace. Puis il s'est accroupi à côté de Jonah et ils ont regardé ensemble le livre de paléontologie que Jonah avait sorti, la couverture montrant le squelette d'un T-Rex sur fond noir. Jonah a tourné les pages, a montré une image d'un Triceratops et a expliqué que les 3 cornes n'étaient pas principalement pour attaquer, mais surtout pour la défense et pour attirer un partenaire. Sa voix était feutrée et sérieuse, comme s'il présentait un rapport de recherche. Et Raph écoutait, hochait la tête, posait plus de questions, parce que chaque minute où Jonah lui parlait était une minute où le garçon choisissait de lui faire confiance. Et Raph n'en a pas gaspillé une seule seconde. Brier est arrivé en courant du coin pouf, a grimpé sur le dos de Raph sans prévenir, a enroulé ses 2 petits bras autour de son cou, a posé son menton sur son épaule et a commencé à griffonner sur un morceau de papier plié en équilibre sur le dessus de sa tête, utilisant le dos de son père comme un bureau. Raph est resté immobile et l'a laissé dessiner. Son dos un peu courbé parce que Briere était suspendu à lui. Une main tenant toujours le livre de paléontologie ouvert pour que Jonah puisse le voir.
Et il avait l'air si absurde que la propriétaire de la librairie a levé les yeux pour la première fois, les a regardés, puis a souri et est retournée à sa lecture. Marlowe est arrivée à 3 heures de l'après-midi, plus tard qu'elle ne l'avait prévu, parce que l'hôpital l'avait retenu plus longtemps ce jour-là. Sa mère avait de nouveaux résultats de tests et ils n'étaient pas bons, mais ils n'étaient pas pires non plus. Juste un jour de plus dans la longue chaîne de jours qui n'était ni bon ni pire. Des jours que Ruth affrontait avec un doux sourire et que Marlowe affrontait en serrant la main de sa mère, puis en pleurant dans la voiture sur le chemin du retour. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la librairie, les yeux un peu rouges, mais secs maintenant, et à regarder à l'intérieur. Raph était accroupi à côté de Jonah dans l'allée des sciences. Père et fils penchés ensemble sur le même livre, se ressemblant exactement dans la façon dont ils fronçaient les sourcils en se concentrant. Dans l'inclinaison de leur tête en lisant, dans le silence sérieux qu'ils partageaient comme un langage privé. Brier était suspendu au dos de Raph, ses jambes se balançant, dessinant sur le papier en équilibre sur la tête de son père, fredonnant une petite chanson sous son souffle avec des mots trop confus pour être saisis. Les carillons se balançaient doucement à la porte. La lumière du soleil de l'après-midi tombait en biais à travers la vitre et se déversait sur le plancher en bois qui craquait. Et Marlowe se tenait là, regardant, une main agrippant le cadre de la porte, ne rentrant pas, regardant seulement, parce que ce moment était trop fragile pour être touché, pour être interrompu. Jonah a trouvé le livre qu'il voulait. Il a tenu le livre de paléontologie dans ses mains, a regardé Raph, et il y avait une hésitation sur le visage du garçon que Raph a reconnu immédiatement, parce qu'il avait appris à lire chaque expression que son fils portait. De la manière dont un homme lit d'une carte qui décide de la vie ou de la mort. Jonah voulait dire quelque chose, voulait demander quelque chose, mais il n'était pas habitué à demander, car il avait tout fait seul depuis qu'il était petit. Appris seul, lu seul, monté la garde seul, s'était rendu fort seul. Peux-tu? Jonah a commencé, puis s'est arrêté, a baissé les yeux sur le livre et a de nouveau levé les yeux. Peux-tu me le lire? Silence, puis Jonah a ajouté plus doucement, comme s'il avait peur qu'on lui dise non. Maman fait les voix des personnages. Elle est vraiment douée pour ça, mais je veux entendre ta voix. Raph n'a pas répondu avec des mots. Il s'est assis par terre dans la librairie, a étendu ses jambes et appuyé son dos contre l'étagère en bois et a tapoté l'espace vide à côté de lui. Jonah s'est assis plus près que jamais, son épaule touchant presque celle de son père. Brier a glissé du dos de Raph, a grimpé sur ses genoux, s'est recroquevillé comme un chaton et a fourré son dessin à moitié fini dans la poche de son pull. Raph a ouvert le livre de paléontologie et a commencé à lire. Sa voix était rauque, profonde, pas douée pour les voix de personnages comme Marlowe, pas sûr de quand monter ou baisser pour l'effet, mais il a essayé. Il a lu la section sur la période du Crétacé de cette voix basse et chaleureuse, ajoutant un peu d'excitation quand il est arrivé à la partie sur l'astéroïde s'écrasant sur la Terre. Et Brière a éclaté de rire parce que papa a lu le mot « boom » si fort que la propriétaire de la librairie a failli sauter de sa chaise. Jonah n'a pas ri, mais il a fait quelque chose de plus grand que le rire. Lentement, doucement, comme s'il se persuadait que c'était permis, Jonah s'est penché vers la gauche, a posé son épaule contre le bras de Raph, puis a posé sa tête contre l'épaule de son père. La première fois qu'il avait choisi de le toucher de son propre chef, personne ne lui a dit de le faire. Personne ne l'a forcé. Il l'a choisi. Raph a senti ce petit poids contre son épaule et n'a pas bougé. N'a pas respiré trop fort. N'a rien fait qui pourrait faire reculer Jonah. A seulement continué à lire. Sa voix plus rauque maintenant, mais ne s'arrêtant jamais. Marlowe se tenait dans l'embrasure de la porte de la librairie, les regardant tous les trois assis par terre dans la lumière de l'après-midi. Elle ne souriait pas encore franchement. Ce n'était pas le moment pour ça. Mais son visage était plus léger, moins émacié qu'il ne l'avait été 3 semaines auparavant, moins effrayé qu'il ne l'avait été 3 semaines auparavant, et ses yeux étaient secs, même s'ils étaient encore rouges de l'hôpital, de sa mère, de tout, mais secs. Brier a levé la tête des genoux de Raph, ses yeux s'illuminant en voyant sa mère dans l'embrasure de la porte. « Maman, papa lit sur les dinosaures. » Il a fait un boum et Madame Chen a failli tomber de sa chaise. Puis elle s'est souvenue de quelque chose d'encore plus important. « Papa, demain on va voir Mamie Ruth.
Je lui ai dessiné une image de Saturne parce que Jonah dit que c'est la meilleure planète. Jonah dit que les anneaux sont faits de glace et de roches. Tu savais ça? Raph le savait, parce que Jonah le lui avait appris à Lincoln Park. Et parce que le livre sur le système solaire que le garçon lui avait prêté était toujours posé sur le bureau en chaîne de son quartier général souterrain, placé à côté des dossiers de territoire et des rapports financiers. Je le savais, a-t-il dit. Jonah me l'a appris. Jonah n'a pas levé la tête de l'épaule de son père, mais Raph a senti le garçon presser sa tête un peu plus profondément contre lui. Juste un peu. Et il a su que c'était le sourire de Jonah. Un sourire non pas fait avec sa bouche, mais avec de la confiance. Le téléphone de Raph a vibré dans sa poche. Il l'a sorti et a regardé l'écran. Sully. Un message texte. Territoire du South Side. Moretti cause des problèmes. Gestion urgente requise que software. Raph a regardé l'écran et regardé Jonah appuyé contre lui. A regardé briller et dessiner un autre Saturne portant un chapeau sur la couverture du livre sur ses genoux. Et regardé Marlowe se tenant dans l'embrasure de la porte avec la lumière du soleil de l'après-midi derrière elle. Et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, elle ressemblait à quelqu'un qui avait enfin déposé quelque chose de lourd qu'elle avait porté pendant 6 ans. Il a éteint le téléphone. Pas aujourd'hui. Le coût de sa nouvelle vie était élevé. Une alliance brisée et 30% d'un empire bâti sur la peur. Pourtant, dans les ruines de l'héritage de son père, Rafferty a finalement trouvé quelque chose que le pouvoir ne pourrait jamais acheter. Un foyer. Il a perdu la confiance de l'homme qui lui avait tout appris, sauf comment aimer. La blessure à sa main n'était pas encore complètement guérie, et la nouvelle cicatrice le long de ses doigts lui rappelait chaque matin le prix de cette nuit. Mais il a trouvé 2 enfants assis à côté de lui sur le sol d'une librairie dans la lumière de fin d'après-midi. Un garçon calme appuyé contre son épaule en l'écoutant lire sur l'âge où les dinosaures ont disparu, et une petite fille dessinant le visage de son père pour la 2e fois avec un crayon gris-bleu. Et cette fois, son père avait un sourire. Et il y avait une femme debout dans l'embrasure de la porte, ne pardonnant pas encore, n'oubliant pas, mais ouvrant la porte. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas l'empire que vous construisez, n'est pas le territoire que vous prenez, n'est pas la peur que vous plantez dans le cœur des autres. Parfois, c'est la chose pour laquelle vous êtes prête à tout perdre pour la protéger. C'est votre fille qui crie « papa » à travers une cour d'école. C'est le hochement de tête prudent de votre fils la première fois qu'il choisit de voir son père. C'est le monde de cire coloré où le père n'a pas de visage, puis a un visage, puis a un sourire. C'est le livre sur le système solaire qu'un garçon de 5 ans prête à son père. Comme ça, tu connaîtras Saturne. Cette histoire ne parle pas seulement de la mafia, d'empire ou de pouvoir. Elle parle des choix que nous faisons lorsque nous sommes forcés de mettre sur la balance le monde qui nous dit ce que nous devons garder et la chose que notre cœur sait que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Elle parle d'une mère marchant dans la neige avec du carton dans les semelles de ses chaussures et souriant quand même parce que ses enfants ont besoin de lait. Elle parle d'un garçon de 5 ans traînant une chaise jusqu'à la porte d'entrée pour monter la garde pour sa mère, parce que personne ne lui a appris à le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. Elle parle d'un homme qui apprend enfin que la force ne signifie pas tout contrôler. Elle signifie avoir le courage de lâcher ce qui doit être lâché pour s'accrocher à ce qui compte vraiment. Chacun de nous a des moments où nous devons choisir. Ils ne sont pas toujours aussi dramatiques que de renverser une dynastie familiale ou de renoncer à un empire. Mais parfois, le choix est simplement de s'asseoir sur le sol d'une librairie et de lire à votre enfant au lieu de répondre à un appel professionnel. Parfois, c'est simplement choisir d'ouvrir la porte et de donner une chance de plus à la personne qui vous a autrefois blessé. Parfois, c'est simplement choisir de croire que les gens peuvent changer. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu en Marlowe, en Raph, en Jonah ou en Briere, s'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons toujours entendre ce qui émane du plus profond de votre cœur, car chaque commentaire, chaque histoire que vous choisissez de nous raconter est la raison pour laquelle nous continuons à créer des histoires significatives jour après jour. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la avec les personnes que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire émouvante. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé,
une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo. Et à bientôt dans la